Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir aujourd'hui Emeline Porté que Sidonie va vous présenter. Mais je voulais juste ajouter un petit mot pour lui dire bienvenue parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Oui. On s'est rencontrés au tout début de la création du Lab School Network et donc tu es aujourd'hui aussi secrétaire de l'association Lab School. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir t'accueillir dans le cadre de ce séminaire parce qu'on travaille ensemble par ailleurs. Et c'est vraiment une occasion de faire découvrir ton travail. Et je laisse tout de suite la parole à Sidonie pour te présenter. Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui donc Emeline Porté, qui est enseignante et formatrice dans le secondaire et le supérieur, notamment en éducation prioritaire. Vos travaux portent principalement sur la lutte contre le décrochage scolaire, en particulier la prévention de celui-ci, donc sur toutes les pratiques qu'il est possible de mettre en œuvre avant qu'il n'advienne. Si je n'ai pas encore lu en détail votre nouvel ouvrage, Prévenir le décrochage scolaire, agir pour la persévérance de tous les élèves, réside dans son cœur, je crois, l'idée que pour que les élèves persévèrent dans les apprentissages et leur scolarité, les pratiques en classe sont fondamentales. Ainsi, le bien-être, la communication, l'écoute véritable de tous les membres de la relation pédagogique, que ce soit donc des élèves, des enseignants, mais également des parents, et sont des facteurs décisifs finalement de la poursuite d'une scolarité heureuse. Vos analyses s'agissant des élèves en difficulté semblent pouvoir embrasser l'ensemble des élèves. C'est peut-être d'ailleurs une de leurs forces. Aujourd'hui, donc, nous vous recevons pour se faire une meilleure idée des pratiques qu'il est possible de mettre en place. On peut imaginer que des compétences communicationnelles, des compétences de l'ordre de l'écoute sont visées par ces pratiques. Mais je vous laisse le soin de nous en dire plus. Ce soir, c'est ça, de nous en dire plus. Je conclurai simplement par, enfin voilà, en disant que j'ai été touchée par une de vos interventions, justement, je pense dans le cadre du Lab School Network. La Enfin, semaine du bonheur à voilà, l'école, c'est peut-être. ça, où vous dites enfin, peu importe finalement l'état du système scolaire français et ce que les élèves peuvent rencontrer de difficultés avec certains professeurs, eh bien, voilà, deux bonnes pratiques dans certaines classes peuvent semer des graines qui grandiront ensuite dans la scolarité des élèves. Et enfin, voilà, moi, voulant enseigner, aspirant à ça Bonne dès idée. l'année prochaine, je crois que c'est moteur. Ok, voilà. Merci beaucoup, Sidonie. Bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'au terme de son, ça va? Je sais pas si Et on pour nous le Oui, entend. on moment. vous entend C'est bon. parfaitement. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, il y a pas, je suis juste en complément actuellement chargée de mission lutte contre le décrochage scolaire, justement sur tout ce qui est pédagogique. Avant de commencer, je voulais d'abord dire que tout ce que je vais présenter est vraiment sans jugement. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. J'en présenterai quelques-unes, et peut-être que vous aurez dans les questions, il y en aura peut-être d'autres aussi, et que si quelqu'un vous présente quelque chose de parfait, d'idéal, et en disant qu'il y arrivait tout de suite, il vous ment, hein, il faut le savoir. Et c'est même un très bon fonctionnement de fonctionner par essai-erreur. Et le deuxième point important à retenir, c'est que c'est pas le monde des bisounours. Je vais vous présenter des choses auxquelles on a abouti, mais tout prend du temps avec les élèves et c'est normal. Et du coup, il faut faire et refaire et c'est parfaitement naturel. En introduction, vraiment, c'est important et je reviendrai sur son pendant en conclusion. L'important, c'est vraiment que toutes les pratiques qu'on met en place s'appuient sur des valeurs fortes. Les miennes et celles qui sont partagées, c'est d'abord l'éducabilité, donc le postulat d'éducabilité qui pose que toute personne et tout élève peut progresser, et c'est vraiment important. Le deuxième, c'est l'interlocuteur valable, c'est-à-dire que nos élèves sont autant légitimes que nous à proposer des idées. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, hein, on travaille avec eux, on réfléchit, mais leur parole est valable et légitime. Le respect inconditionnel, c'est important et c'est d'autant plus facile que quand on se rend compte, et ça prend du temps, hein, ça je vous disais, je ne prétends pas dire un truc que j'ai fait dès la première année, je vous raconterai après, mais c'est d'arriver à se dire que de toute façon, les réactions ne sont pas contre nous, mais contre l'institution, contre autre chose, contre lesquelles ils se révoltent. Mais voilà. En tout cas, le respect inconditionnel, et pour ça, je prends le postulat de cohérence de Favre qui dit que toute personne a une bonne raison, et par bonne, il veut dire valable pour la personne de dire ce qu'il dit, faire ce qu'il fait, penser ce qu'il pense et ressentir ce qu'il ressent. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça veut dire qu'on part de ce postulat pour travailler avec l'élève ou la famille, hein, ça fonctionne avec tout le monde, et avancer. Une confiance absolue dans le collectif classe dans lequel on s'inclut, le collectif de la communauté éducative, c'est-à-dire y compris la famille, l'administration, tout ça, et que c'est un important levier.
une confiance dans la relation pédagogique. Tout ça, j'y reviens après, hein. Là, c'est vraiment général et comme terreau et comme base du travail et dans le fait d'incarner ce qu'on dit. Ça aussi, je ne développe pas maintenant parce que j'y reviens juste après. Les compétences psychosociales, du coup, qui sont le sujet d'aujourd'hui, quand on a commencé à en parler et que je suis allée voir ce que c'était, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on se questionne justement sur tout ce qu'on a dit avant, la posture, l'élève interlocuteur valable, le collectif, en fait, on le fait. Et que du coup, ça formalise des choses qu'on fait déjà quand on se questionne. Et ça permet aussi d'aller vers ce que propose la recherche à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les compétences sociales soient intégrées dans les cours et intégrées dans ce qu'on dit, et donc incarnées, pas juste dire c'est bien, il faut faire ça, mais vraiment le faire vivre et le vivre avec les élèves. Et je reviendrai régulièrement sur les CPS. Dans l'introduction, je vous disais tout à l'heure, je parlais de relations pédagogiques. Donc là, je vous ai mis des extraits de conférences de Christophe Marsollier. On en trouve plein en ligne. Je vous conseille d'aller les voir. Il laisse toujours tous ses supports en plus. Commencez par celles que vous voulez. Il y a plein d'informations partout. Sur la relation pédagogique, ce qui est très important, c'est qu'il explique que sans une relation pédagogique minimale positive, les élèves ne rentreront pas dans les apprentissages, surtout les plus vulnérables. Donc on sait que les élèves en réussite n'ont pas besoin de nous, de toute façon, pour réussir. Et donc, si on veut permettre à tous les élèves, et en particulier les élèves les plus vulnérables, de réussir, il faut travailler sur ça. Ça ne veut pas dire être copain avec eux, j'y reviens, mais voilà. Et justement, sur la gauche, je vous ai mis aussi une diapo que je trouve qui illustre bien ça, c'est qui parle de l'empathie. On connaît plus l'empathie émotionnelle en bas. Mais ce qui me revient souvent en formation, c'est oui, mais on n'est pas les copains des élèves. Pas du tout. L'empathie émotionnelle, c'est se rendre compte que l'élève, c'est une personne. Comme nous, on est une personne, et quand on arrive en cours et qu'on est fatigué, qu'on en a marre, c'est plus difficile. Ben, pour les élèves aussi. Donc, c'est accepter ça et accepter de montrer que nous sommes des êtres humains aussi, sans s'épancher, sans être copains. Ce sont deux choses différentes. Et on pense moins à l'empathie cognitive que vous voyez en haut de la diapo, qui est d'accepter que les élèves arrivent avec leurs pensées, représentations, leurs valeurs et qu'on part de ça pour travailler. Et il donnait un exemple dans une conférence sur un enseignant de maths, j'adore les maths, hein, j'ai failli enseigner les maths, donc il n'y a rien là-dessus, où il raconte que la professeure présente une méthode et un élève dit, moi je fais autrement. Et la prof balaye du revers de la main la remarque et il explique qu'en fait, si l'enseignante avait écouté et dit, ah oui, ok, tu peux faire ça, ou non, je te propose plutôt cette méthode-là parce que c'est plus efficace, c'est plus sûr, c'est plus rapide, là, on était vraiment dans une empathie cognitive qui permet à l'élève de progresser. Voilà. Et l'autre point important sur la partie de droite, c'est les feedbacks, c'est-à-dire faire des retours réguliers. On pourra en reparler si vous voulez, des retours sur la tâche et rapides après la tâche. Ne vous effrayez pas. Quand je l'ai fait, la diapo, j'ai dit, ouh là là. J'ai mis en place, encore une fois, au fur et à mesure des années, hein, c'est pour ça que je précisais au début que tout prend du temps, une prise en charge globale, parce qu'à chaque fois, on tire le fil qu'on veut. Ça, c'est important à retenir. Il ne faut pas se sentir obligé d'aller commencer par l'évaluation si on a envie de travailler sur la coéducation d'abord. C'est juste qu'à chaque fil que je tirais, je trouvais que c'était un levier, mais pas suffisant. Et donc, du coup, petit à petit, et encore, j'ai pas tout mis, j'ai essayé de mettre en place tout ceci autour des élèves pour que ce soit un cadre sécurisant qui leur permette de se développer. Donc, les pratiques coopératives, qui est un des 4 axes dont je vais vous parler aujourd'hui, la parole des élèves et des adultes qui va être en fil rouge, la responsabilisation, la motivation, vous allez les voir apparaître aussi, le climat scolaire, l'évaluation, les conseils de classe, une autre des parties, l'orientation, le développement durable, les discussions à visée démocratique et philosophique, dont on va parler aussi, et la coéducation, dont on va parler aussi. Et l'installation de la classe avec les élèves familles, vous verrez des petites touches aussi. Donc, je vais prendre les 4 parties dont je vous ai parlé, parce qu'on ne peut pas tout développer. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, et ce qui revient beaucoup des élèves décrochés, des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est qu'on oublie de les considérer comme des personnes. Et en fait, ce qu'eux osent exprimer ou osent montrer en 100 fois plus gros, ce sont les besoins de tous les élèves. Ce sont aussi des personnes, comme nous, on a envie aussi d'être considérés comme des personnes. Un tout petit point rapide pour vous montrer la roue du décrochage scolaire, parce que vous allez voir qu'on retrouve beaucoup des pratiques et des compétences psychosociales dans cette roue. Donc, sur les 3 cercles, vous avez les mêmes facteurs de décrochage scolaire. C'est pour montrer que le processus, parce que ce n'est pas une situation. Pendant longtemps, on a cru que c'était situationnel et que, pouf, d'un coup, l'élève ne vient plus et décroche. Et heureusement, ça fait un moment qu'on a compris que c'était un processus et que donc ça s'enclenche petit à petit. Le temps 1, c'est il y a un premier facteur qui apparaît et l'élève n'est pas entré dans le processus de décrochage scolaire, mais il est déjà à plus gros risque
que les élèves qui n'ont pas de facteur, sachant qu'un facteur peut arriver à tout moment. Micro-exemple, une élève en très grande réussite, vraiment, tout va bien et il se trouve qu'elle s'absente de plus en plus et en fait, simplement une collègue de la classe et le gardien hurlaient tout le temps et en fait, ça lui a fait peur, elle n'a pas osé nous en parler et elle a décroché. On a mis plusieurs semaines à la faire revenir donc vraiment l'objectif de ce que je vais vous présenter et de la pédagogie, c'est de travailler pour tous les élèves en s'appuyant sur, ce que nous montrent les élèves les plus vulnérables. Quand on a un deuxième facteur de décrochage scolaire, on commence le processus de décrochage, mais les signaux sont faibles et en France, on a tendance à ne pas voir ces signaux faibles, c'est-à-dire des petits changements. Un engagement moindre dans la tâche, un travail moins complet, des relations plus tendues ou plus distendues, quelques retards alors que l'élève n'était jamais en retard. Et du coup, le but, c'est vraiment d'agir en amont et sinon d'agir le plus vite possible dès ces signaux faibles. Pardon. Et quand on est au temps 3, donc 3 facteurs, là, on est dans un processus très engagé et c'est souvent là qu'on le remarque, c'est-à-dire l'absentéisme, un comportement vraiment problématique, qu'il soit dans, l'extrême discrétion ou l'extrême problème, aucun travail ou des travails quasiment pas faits. Et si vous regardez les facteurs, donc vous en avez 16. Les 5 en noir, c'est les facteurs extérieurs à l'école, la structure familiale, le territoire, que ce soit déménagement, être loin de son école, plein de choses comme ça, la santé, diplôme des parents et les conditions économiques et sociales. Et il y en a 11 qui sont dans l'école et si on regarde, ils sont vraiment dans la classe. L'incompréhension des programmes et des règles, c'est-à-dire, c'est pas les connaître, c'est les faire siens ou siennes. Le décrochage cognitif, l'ennui, que ce soit facile, difficile ou que ça ne nous corresponde pas comme forme de cours. Le changement de cycle et degré, on pense toujours à école primaire, collège, mais on pense moins par exemple à la sixième, à la cinquième. On chouchoute les sixièmes et on estime qu'en cinquième, ils sont autonomes. Je vais un peu vite, hein, désolé, parce qu'après je développe. L'organisation et les modalités d'évaluation, gros sujet qu'on retrouve partout. Est-ce que l'évaluation fait progresser? Est-ce que les élèves sont au courant de ce sur quoi ils vont être évalués? Est-ce qu'on a construit avec eux l'évaluation? Enfin, il y a plein de choses. Le climat scolaire, c'est un ensemble des relations de la communauté éducative. L'exclusion de cours, d'établissements, mais aussi dans la classe. Entre pairs, on va plutôt penser à ça, hein, le harcèlement, l'élève avec qui on ne veut pas travailler, mais aussi l'exclusion, et ce n'est pas une critique, ça part souvent d'un sentiment de faire évoluer l'élève, mais tout le monde peut choisir sa place sauf toi et toi. Tout le monde peut se lever sauf toi. Des choses comme ça. Le redoublement, je sais que ça fait grincer des dents, mais ça crée du décrochage. Les règles scolaires, de même, un élève qui transgresse, c'est absolument et parfaitement ce qu'il transgresse, mais comment on construit avec eux des valeurs qui font que les règles sont intégrées et partagées. L'orientation subie pour diverses raisons, parce qu'on n'arrive pas à avoir l'orientation qu'on veut, parce que les parents choisissent à notre place, ou l'orientation, on ne sait pas tellement, c'est extrêmement difficile de choisir en troisième, donc on va aller faire comme les copains, ou l'orientation du bus, c'est-à-dire que géographiquement parlant, on n'a pas tellement le choix, et les difficultés scolaires. Je le dis en dernier à chaque fois, difficultés, parce qu'on a encore tendance à penser que ça passe forcément par là comme cause, et c'est pas le cas du tout. Je vous ai montré un exemple. Petit sondage, proposition, à votre avis, tout confondu, donc sur les 16 et internes et externes à l'école, quel est le facteur le plus prégnant? Pardon. J'ai regardé les recherches jusqu'aux années 90, chat. Je vous laisse faire des propositions dans le chat ou oralement, je ne sais pas. Alors, on propose climat scolaire. Vous gagnez rien, vous ne perdez rien, hein. C'est juste un échange. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble dedans avoir ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'impact. Exclusion, décrochage cognitif. Donc je révèle. C'est dur d'en choisir un Oui, seul. c'est dur, hein. C'est pour ça que je disais bien, attention, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas un impact important. Et en plus, ça se croise puisque c'est un processus multifactoriel, il n'y en a pas un seul. Et du coup, voilà, avant de révéler, j'ai oublié de préciser que la roue, à chaque fois en formation, elle plaît à 50% des gens parce que la petite difficulté, c'est que là, elle est plane, alors qu'en fait, le but, c'est que les cercles tournent les uns par rapport aux autres parce que ça s'enchaîne. On propose aussi l'ennui. Ce sont toutes des bonnes propositions. Et il y a alors, l'exclusion, l'évaluation ont un gros impact. Le plus gros impact, c'est le climat scolaire. Ça reste, et j'ai regardé je sais pas comment sortir du chat. Ouais.
Ça reste à la recherche même à l'international. J'ai mis des exemples sur EduScol. C'est ce qui a le plus fort impact. Si on fait bouger ce levier-là, on va faire bouger tout le reste, sachant que, et c'est normal, à chaque fois on me dit oui, mais on n'a pas d'impact sur l'établissement, mais le climat scolaire, il se travaille aussi dans la classe. Et si on travaille dans la classe, on fait déjà bouger beaucoup, beaucoup de choses. Très rapidement aussi, ça je vous l'ai dit. Donc du coup, c'est ce que je vous disais. Prévention, c'est vraiment, il n'y a aucun signe de décrochage, donc on travaille pour tous les élèves. Et si on travaille pour tous les élèves, ça fonctionne aussi pour ceux qui sont en décrochage. Et pour les élèves qui sont à risque avec un facteur de décrochage. Intervention, je vous l'ai dit, 2 facteurs de décrochage, on commence le processus avec des signaux faibles. 3 facteurs, on a bien entamé le processus de décrochage, les élèves sont toujours à l'école ou au moins en partie, mais il y a des signaux très forts et remédiation, on est au-delà de 4 facteurs et là, les élèves, on ne les voit plus ou quasiment plus et c'est plus difficile de les faire revenir. Premier point, je disais, on va voir 4 points. Donc la coopération, je ne vous lis pas tout le texte maintenant, je vous l'ai mis là, ça peut vous intéresser après. L'importance du collectif, dont je vous parlais tout à l'heure, dans les valeurs et la confiance pour avancer. Là, c'est un extrait de Dominique Glassman qui a travaillé beaucoup avec les structures de retour à l'école, ce sont les micro-lycées, pour les élèves qui justement ont complètement décroché. Et il montre justement le risque d'être dans l'individualisation. Au-delà du fait que c'est épuisant, et c'est les retours qu'on a des enseignants et qui sont parfaitement légitimes, c'est si on doit faire 25 façons, 25 modalités différentes, c'est impossible. Et c'est pour ça que ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une réflexion collective à partir des besoins des plus vulnérables, qui sont en fait les besoins de tous. En plus, l'individualisation, ça veut dire aussi que on naturalise, c'est le mot qu'il emploie, la difficulté, le décrochage, les besoins particuliers. Donc on met la responsabilité sur l'épaule des élèves, voire des familles. Et c'est un argument qui revient souvent, mais on peut rien faire, c'est la société, c'est les familles. En fait, on peut faire des choses pour tous en fonction des besoins. Donc du coup, et puis donc vraiment et c'est travailler le collectif, c'est pour ça que je vais en faire une partie coopération. C'est-à-dire collectif ne se crée pas par magie tout seul. Si c'est juste un groupe dans une salle avec qui on n'a pas travaillé la coopération, le travail ensemble, la réflexion ensemble, on est dans une juxtaposition d'individus, donc on est aussi dans l'individualisation et du coup avec ces traits négatifs dont la stigmatisation. Je vais vous montrer 2 choses de la classe coopérative, le conseil coopératif qui est vraiment sur le vivre ensemble et le travail en groupe coopératif qui est plus sur les apprentissages. Les classes coopératives, donc c'est par ça que j'ai commencé et c'est essentiel mais pas suffisant. C'est pour ça que je disais on tire un fil où on veut et après on voit après comment ajouter des choses. On est vraiment dans un travail démocratique. C'est ce que je vous disais avec incarner. C'est là on n'est pas dans un cours où on étudie des documents qui montrent comment fonctionne la démocratie et que c'est bien la démocratie. On est dans vivons-le ensemble, expérimentons-le ensemble, on tâtonne, on essaye, on recommence, on se trompe, c'est fait pour et c'est très bien. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être la rajouter après dans le diaporama, mais j'avais relevé une citation de Bachelard qui est importante parce que on dit beaucoup qu'il faut dédramatiser l'erreur, mais au-delà de ça, l'erreur, elle est essentielle. Il explique qu'un savoir constitué est une erreur rectifiée et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y parvenir. Donc le travail essai-erreur avec les élèves est absolument fondamental et le nôtre aussi. Ça permet de créer la coopération, une identité commune. Pareil, là, je vous présente généralement et après, on va développer de rendre les conflits positifs. Et le mot conflit, on sort de l'interpersonnel et des disputes pour voir ce que c'est que le conflit d'idées. Les relations humaines sont aussi beaucoup plus riches. C'est un moteur de changement et on rentre dans une dynamique de motivation intrinsèque ou autonome plutôt que dans l'extrinsèque. Tout ça, encore une fois, c'est une présentation, j'y reviens juste après. Le conseil coopératif, donc voilà des petites photos de ma salle, fonctionne alors je sais pas si on voit la souris, enfin bref, quand vous voyez le grand panneau mauve, il y en avait un par classe et du coup, vous avez 3 enveloppes à gauche. Donc je félicite, je remercie, je pose une question et je propose et les élèves pouvaient prendre un papier de brouillon qui est sur la petite enveloppe, violette foncé en bas quand ils voulaient. Ça arrivait même en cours, il y a aucun souci, ils savaient très bien le faire, discrètement et mettre dans les enveloppes et à partir de ça, on crée, l'ordre du jour du conseil coopératif qui est organisé de cette manière-là, le responsable de la parole, qui va donner la parole, enfin distribuer la parole en regardant à la donner en priorité à ceux qui ont peu parlé ou pas parlé. Le responsable du temps, qui est le seul qui peut parler n'importe quand pour dire ah là il reste 3 minutes, là il reste 2 minutes. Le synthétiseur, ou plutôt les synthétiseurs, parce que c'est une tâche complexe et donc souvent les élèves se mettent à plusieurs. En sixième, j'en ai eu jusqu'à 4 en même temps et en troisième, ils sont un ou deux, qui notent dans le cahier d'intelligence commune de la classe les idées principales à conserver.
Le reformulateur qui redit autrement si l'élève qui parlait a parlé trop bas ou si c'était pas très clair, c'est normal, hein, la parole, on va y revenir aussi, c'est pas forcément clair tout de suite. Et les observateurs, un qui regarde tous les discutants pour dire sans nommer personne, bah là le groupe avait l'air d'être intéressé parce qu'on voyait qu'ils étaient en avant, qu'ils étaient attentifs, tout le monde posait des questions, ou inversement, on voyait que certains avaient peur. Encore une fois, ça prend du temps, ça commence pas forcément positivement, mais c'est un travail de longue haleine. Et un observateur qui observe ceux qui ont des fonctions, justement pour faire un point quand on est après, on fait toujours un point méta-réflexif sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on améliore. Un des principes, c'est si on critique, on propose. On n'est pas là juste pour dire ça va pas, on n'est pas content. C'est une phase normale, mais qu'on chronomètre, d'où le responsable du temps, et après, on propose des solutions. Donc, on leur donne vraiment du pouvoir d'agir, j'y reviendrai, et on sort du conseil avec des décisions concrètes qu'on re-questionne si ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun souci, mais voilà. Et l'enseignant, pour le coup, l'animateur, est juste là pour sécuriser le cadre. Donc, moi, je suis garant du fait qu'il n'y ait pas de moquerie, c'est les règles, et nous, s'il y a une moquerie, on sort du cercle et qu'on écoute les autres. Et là, on avait défini la règle qu'au bout de 3 fois sans écouter, on sort du cercle aussi. Le conseil se prolonge par des ateliers coopératifs, parce qu'on prend des décisions qui peuvent être générales parfois. Par exemple, je prends l'exemple d'une classe que j'ai suivie 4 ans et qui commençait de manière un peu compliquée. Les élèves ne s'écoutaient pas, il n'y avait que des moqueries, beaucoup n'arrivaient pas à rester assis, il n'y avait pas de travail, enfin très très, bref, très compliqué. Et au premier conseil coopératif, c'est ce qui est sorti de leur part aussi, hein, parce que moi je n'interviens pas, je ne dis rien, et ils ont fait une charte que vous avez au milieu. Sauf qu'on sait très bien que les chartes, comme ça n'a que peu d'impact parce que, bon voilà, c'est des vœux pieux. Donc la fois d'après, atelier coopératif, très bien. En petit groupe, vous notez tout ce que vous voulez améliorer, comment vous pensez faire et quels sont vos besoins. Et c'est ce que vous avez à gauche, c'est la mise en commun. Et par exemple, sur la toute première séance de l'année de sixième d'atelier, ils ont choisi de créer un tableau d'entraide pour devoir faire. Et en général, où il y avait tous leurs prénoms, toutes les disciplines et cocher là où ils pouvaient où pensaient pouvoir aider les autres. Et on faisait des pôles de travail comme ça, par exemple, à devoir fait. Et après, on a développé au fur et à mesure. Et les besoins, c'était vraiment plus pour nous, adultes, de quoi ils ont besoin de notre part, en créant des modules, enfin. Sur votre droite, vous avez aussi un fonctionnement alors que j'ai piqué au premier degré, hein, il faut aller voler à tous les collègues plein de choses sans scrupule, et qui leur convenait parce qu'ils voulaient assumer plus de choses, de missions dans la classe, et qui a toujours, si vous avez déjà testé des cours, toujours les mêmes enfin tout le monde veut toujours distribuer les papiers, tout ça, et on n'arrive pas. Au début, je cochais les noms, ça fonctionne pas. Donc là, on a fait un fonctionnement de mission. Tout le monde était par binôme et on changeait tous les 15 jours. Pareil, et c'est erreur, on a commencé par une semaine. C'était épuisant pour moi de penser le vendredi soir à faire le changement. C'était toujours un peu complexe le lundi matin de repartir, de redistribuer. Donc on s'est mis d'accord, on changeait tous les 15 jours pour que ce soit plus souple. Je vous dis juste ça pour vous montrer qu'on essaye, on recommence, on discute. Pourquoi ça permet d'incarner la démocratie? Ça, c'est issu du travail sur la dynamique des groupes récents. Oui, j'ai de Anzieux et Martin, je vous ai mis toutes les références à la fin, qui montrent les 3 types de groupes. Donc, il y a le groupe autocratique, donc avec un chef surpuissant, donc ce qu'on voit quand même beaucoup à l'école. Ça crée beaucoup de tensions, des rapports interpersonnels dans la classe un peu compliqués, avec beaucoup d'agressivité, soit entre eux, soit latent envers l'enseignant. Le travail n'avance pas forcément ou ça crée des tensions aussi. On n'est pas heureux d'être là, ça fonctionne pas. À droite, vous avez le groupe laisser-faire qui est confondu à l'heure actuelle avec la bienveillance, qui est un mot galvaudé à tort. Être bienveillant, c'est pas du tout laisser faire, c'est vraiment très exigeant, mais dans un environnement sécurisé. Et le groupe laisser-faire, c'est l'inverse, c'est on laisse le groupe se débrouiller. Même un groupe d'adultes, vous mettez un groupe d'adultes autour d'une table, ils ne sait pas forcément travailler ensemble. Donc un groupe d'élèves, c'est parfaitement naturel qu'il ait besoin d'apprendre. Et donc là, ça crée une désorganisation complète. Le travail ne va pas au bout, c'est normal. L'objectif de la coopération, c'est d'aller vers le groupe démocratique. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans l'accompagnement en tant qu'adulte pour aller, et je vais vous montrer, donc vous avez vu le conseil coopératif, je vais vous montrer d'autres choses, vers un travail de collectif, d'un vrai collectif qui réfléchit ensemble. Et là, du coup, le groupe est bien plus satisfait et je vous parlerai des impacts. Ça permet donc le conseil et atelier coopératif et aussi le travail en groupe coopératif qu'on voit juste après, d'alléger la charge émotionnelle puisqu'on peut le dire. Mais on n'est pas que, je vous ai dit, pas que dans la plainte, ça se transforme après en OK, mais on va faire quelque chose de ça.
Ça permet aussi de décristalliser et déstabiliser, qui est un processus normal pour avancer et apprendre des nouvelles compétences. Et ça permet de recristalliser et restabiliser. Si on ne restabilise pas, c'est très inconfortable, même pour les adultes, et donc c'est complexe. Là, ça restabilise par une décision qu'on applique, on reteste, mais en tout cas, on ne reste pas dans un flou vague de ça va pas, mais ça va pas. Voilà. Mais c'est oui, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les préparations des conseils de classe, ça va pas, mais ça va pas. Donc voilà. Là, au moins, on essaye et on voit ce qu'on teste. Ce qui est important, c'est que donc il y a l'énergie d'entretien qui sont les relations interpersonnelles et l'énergie de production qui sont les activités de travail. Et du coup, là, ça s'équilibre. On est vraiment, je disais, à la fois dans l'atelier coopératif, on s'autorégule et dans les apprentissages aussi. C'est le groupe qui détient le pouvoir, je développerai après. Et on progresse parce qu'on devient plus clair, on s'accepte, on explicite, etc. Donc on crée un cadre commun. Petit point de vigilance, que je vous disais, rien n'est magique, tout prend du temps parce qu'il y a des points de vigilance. Attention aussi à l'envie ou qui peut venir de manière complètement inconsciente d'aller imposer pour aller plus vite. Si c'est imposé par un nous adulte, les décisions, alors on revient au démarrage et on revient à l'autocratique. Attention à pas être irréaliste pour pas tomber aussi dans le laisser-faire, c'est-à-dire que le groupe, surtout des élèves, ne va pas être un collectif immédiatement, il faut l'accompagner par le questionnement, par reposer régulièrement des conseils co, etc. Pas de décision prématurée, on prend le temps et on laisse le temps aux élèves d'échanger, et l'importance d'un consensus suffisant, pardon, et je reviens après sur l'importance du consensus. Ça permet aussi d'apprendre à communiquer. On y reviendra souvent sur l'autonomie aussi. Père nous dit que l'école demande aux élèves des choses qu'on ne leur apprend pas. Donc dans ces temps-là, conseil atelier coopératif, mais aussi travail en coopération, discussion à visée philosophique, on apprend à se parler. Donc la personne qui parle est obligée de préciser sa pensée. Elle est libre de son expression, mais en respectant les autres. Et du coup, elle apprend, grâce aussi à l'enseignant, des moyens nécessaires pour faire passer de manière positive et entendable par l'autre ce qu'il a à dire. Par exemple, le message clair qui est d'arriver à dire, bah, quand tu fais ça, moi je me sens comme ça, est-ce que la prochaine fois tu peux faire ça? Ça marche mieux que... Et dis donc, espèce de débile, arrête de mettre tes pieds sur mon manteau. Mais je le dis avec des mots polis, mais ce sont des réalités que nous croisons sur le terrain. Et du coup, celui qui écoute, il va apprendre petit à petit à poser des questions aussi pour faire préciser la pensée, puisqu'on n'a pas, on pense, on met pas tous la même chose derrière les mots. On pense à la différence adulte-élève, mais même entre élèves, même entre adultes. Ça permet aussi, enfin, ça amène aussi à conserver une attitude objective, séparer son ressenti de ce qui s'est passé, de comment communiquer sur ce qui s'est passé. Ça apprend à écouter réellement pour celui qui écoute à ce moment-là. Et donc, ce que je vous disais, ça permet de créer des langages et des normes du collectif et avoir une connaissance précise du collectif, du rôle qu'on y joue à ce moment-là, ou des rôles qu'on y joue, et puis de faire des feedbacks régulièrement. C'est pour ça aussi que, par exemple, nous, enfin, sur ces classes-là, on ne mélangeait pas les classes. La doxa veut, je sais pas d'où ça vient, que c'est mieux de mixer les classes et de les renouveler tous les ans. Or, c'est faux. Si on travaille avec le collectif pour créer un collectif positif, le collectif est fort et peut absorber. Et chaque année, on absorbait volontairement les élèves en difficulté ou compliqués dans la classe. Je dis bien, c'est si on travaille le collectif, hein. Sinon, forcément, ça fonctionne moins bien. Je vous le disais, même chose, hein, on demande aux élèves des choses qu'on ne leur apprend pas. C'est le nombre de fois où on voit il n'est pas autonome, mais quand est-ce qu'on lui a appris à l'être? Bah, du coup, les conseils, j'ai mis le conseil et les conseils. Le conseil et les ateliers, je corrigerai. Coopératifs, ça encourage la persévérance scolaire aussi parce que ça permet d'être autonome et d'avoir du pouvoir d'agir. C'est le groupe qui décide. Et puis du coup, il assume, il a la liberté de sa décision, il assume. Ça fonctionne pas, on retravaille dessus, ça fonctionne pas, on se demande pourquoi aussi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Avec nous, groupe, avec nous, individuel, voilà, on assume ce qu'on fait. Parce qu'il y a un consensus et pas un vote, ce que je vous disais. Un vote, je sais que c'est dans la démocratie, mais le problème, c'est qu'un vote, que ce soit des élections ou un vote pour une décision, ça laisse des élèves frustrés, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et ça recrée une hiérarchie. Là, le fonctionnement de la coopération, c'est on a un consensus, c'est-à-dire soit on est d'accord, soit on est au moins d'accord pour essayer, même si la solution ne nous plaît pas vraiment, mais on est vraiment OK, pas on cède à la pression du groupe, on est vraiment d'accord pour tenter et on voit. Et du coup, effectivement, on peut rediscuter. On a des décisions qu'on a complètement changées après. Et du coup, cette action avec les autres, et c'est à chaque fois, c'est une très belle victoire quand les élèves, quand ils sont partis ou même pendant, ne sont pas amis, mais aiment travailler avec les autres.
Et enfin, ça permet de sortir du discours performatif. Je ne sais pas vous, vous me direz, mais moi je suis arrivée avec une image d'Épinal. Souvent quand on est prof, on était en réussite avant, et donc moi, mes profs, je buvais leurs paroles, donc je suis arrivée en me disant, mais je vais venir en classe, je vais dire, et puis ils vont faire et on va être heureux. Non. Alors ça se passait très bien avec les élèves, mais pour le coup, en termes d'apprentissage, non. Donc du coup, on se questionne et on se dit que peut-être que ça fonctionne pas quand on dit. Et donc là, travailler en coopération, c'est justement un moyen qui fonctionne de faire avancer les choses en termes de coopération. Pour l'avenir, pour eux, c'est quand même des compétences nécessaires, quel que soit le métier, évidemment. Ça questionne notre posture, du coup. Qu'est-ce que c'est l'autorité? C'est parce qu'il y a marqué prof ou c'est parce qu'autre chose? Moi, je leur disais juste, je dis pas que j'ai la réponse, mais je leur disais que j'avais quelques années d'avance et que mon objectif, c'était de les accompagner avec ce que je savais en travaillant avec eux. Et à partir du moment où j'ai travaillé en coopération et avec tout ce que je veux vous montrer, je n'ai quasiment jamais eu à faire de discipline. Et quand j'en faisais, c'était pas par rapport à mes cours. Et encore une fois, c'est pas moi personnifié, c'est ce fonctionnement-là. Le travail coopératif, contrairement à la compétition, permet d'avoir plus de compétences, plus d'apprentissage, d'avoir des réponses de plus grande qualité. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être fait en groupe. Je précise, hein, c'est vraiment des temps et on va en parler pour le conflit socio-cognitif et des différentes tâches. La taille et composition du groupe, alors suivant les recherches, j'ai même vu jusqu'à 15 personnes avec des élèves, pas possible. Le groupe optimum sont ARC c'est 5. Moi, j'utilisais 4, ma collègue de SVT 5. Voilà, à voir en fonction des besoins. Et comme je vous le redisais, il n'y a pas de solution magique. On n'est pas au- chez les bisounours, ça marche pas. On teste, on revoit. Et tout ce que je vous montre, que ce soit conflit socio-cognitif, la métacognition, les classes puzzle, enfin c'est plein de choses dans Trait Tutorat, tout ça, ça permet aussi surtout une secondarisation et un transfert, et donc c'est un peu l'objectif. Je ne Dis-moi. sais pas Oui. si tous les termes que tu as employés, les Ah oui. derniers, classe Ah puzzle, oui. ce conflit socio-cognitif et tout ça, si c'est évident pour tout le Oui. monde. Alors, métacognition, on va en reparler. Conflit socio-cognitif, j'y arrive juste après. Restitution en pétale, classe puzzle, j'avais pas prévu de le faire, donc je vous l'explique. C'est, par exemple, les élèves travaillent en groupe de 4 sur un sujet différent. Et après, chaque élève de chaque groupe a un numéro de 1 à 4. Tous les 1, donc c'est-à-dire un membre de chaque groupe de départ, vont dans un coin, les deux dans l'autre, trois dans l'autre. Et toutes les 5 minutes, 7 minutes, on voit, ils présentent ce qui a été fait avant pour permettre de développer, enfin d'essaimer les compétences. Ils ont un retour des autres et du coup, ils reviennent dans le groupe de départ pour pouvoir avoir un travail plus riche. Voilà. Ou l'inverse, ma collègue de SVT avait fait l'inverse aussi, c'est on choisit un groupe de départ, il est éclaté en premier, ils vont travailler sur une partie du cours dans un coin et apporter aux autres cette partie-là, ils vont reconstituer, ils vont créer le cours ensemble après. Le travail en groupe coopératif, parce que l'objectif, c'est quand même bien les apprentissages hein, dans tout ça. Donc, c'est vraiment, ce que je vous disais, travailler en groupe, même des adultes entre eux, c'est pas forcément évident. Donc, on commence par un travail, ce que vous voyez haut à gauche, de réflexion en petit groupe. Qu'est-ce que c'est travailler en groupe? Ils posent des éléments et ils en arrivent toujours au même type de mission. Qui sont à droite. Alors, ma collègue de ZT, par exemple, on avait une cinquième, donc c'est vraiment pas un modèle fixe, hein, mais et au début, on avait mis maître du temps, etc. Et ce sont les élèves, justement, en conseil co qui ont dit, bah, maître, ça nous dérange, ça fait une hiérarchie. Donc, vous voyez, on avance ensemble et c'est une question que je ne m'étais pas posée au tout début. Donc, il y a le responsable du temps, du matériel, c'est-à-dire celui qui se lève, va tout chercher, etc. Tout le monde a le droit de se lever en soi, mais là, c'est pour que ce soit plus fluide. Du bruit, puisqu'il faut apprendre à chuchoter, de la communication. Exemple, ça prend du temps aussi, et donc tout le monde tourne sur les fonctions. Par exemple, apprendre à chuchoter, c'est long. Et du coup, on s'entraîne. On voit que quand on chuchote, si on met la main sur la gorge, ça vibre pas. Sinon, oui, donc on teste, on parle fort, on réessaye, on retente. La première séance, en général, je le laisse faire comme ça. D'ailleurs, le premier test, c'est je donne un sujet polémique pendant 5 minutes. On prévient les voisins de salle, on laisse le bazar et justement, on fait un point en groupe sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il faut qu'ils expérimentent. Si ça vient de nous, ça marche pas tellement. Voilà. C'est quoi un exemple de sujet polémique pour des collégiens? Moi, je leur disais, bah, du coup, je voudrais bien vous ajouter 2 3 heures de cours de français. Vous avez 5 minutes, on prévient avant à votre le sujet. Et du coup, après, j'avais mis une sonnerie, ça s'arrête. Et du coup, on fait le point, comme vous avez vu tout à l'heure, avec un tableau au tableau. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous proposez? Et c'est un moyen d'arriver aux différentes missions et responsabilités. Il y en a plein des sujets polémiques. Mais il faut, pour moi, ça vraiment les années où, enfin, les premières années où je faisais pas tester, où j'imposais un peu le fonctionnement, ça marchait moins bien que quand ils testent.
Là, vous avez un extrait d'Isabelle Plante qui est assez ancien et que je vais mettre en lien juste après avec les CPS, justement. Donc, qui montre que l'apprentissage coopératif développe des habiletés sociales et relationnelles. Et en fait, on retrouve ces habiletés dans les compétences psychosociales. Ce que je vous disais quand. Alors, bon, moi, je n'étais pas dans les premières à travailler dessus, mais quand j'ai découvert les compétences psychosociales, je me disais, mais on le fait en fait, c'est très très bien. Et par exemple, on va pas tous les faire, mais accroître sa connaissance de soi et savoir penser de façon critique, bah, en conseil coopératif, nécessairement, on avance dessus et on apprend petit à petit. Hum, Communiquer de façon efficace et positive, on travaille en groupe coopératif, on apprend aussi en conseil co, mais forcément, on va l'appliquer si on veut que le travail avance et pouvoir faire ce qui est demandé dans le temps imparti. Résoudre les conflits de façon constructive aussi. Voilà. Et je vous disais du coup le conflit socio-cognitif qui a lieu dans le travail en groupe coopératif. Enfin, je vous disais, ça peut pas être tout le temps. Le travail en groupe coopératif, c'est on donne une activité qui va vraiment, qui ne peut pas être résolue seule. Il faut donner un sujet où il y a besoin de tous les cerveaux du groupe pour aller réfléchir. Ça peut être parce qu'il y a on sait qu'il y a des préjugés sur le sujet ou parce que c'est complexe. L'intérêt, c'est que ce conflit, donc le mot conflit sort du côté dispute et du coup devient vraiment une confrontation d'idées dans le sens positif des choses, pardon. Ça fonctionne quand c'est vraiment d'ordre socio-cognitif ou épistémique, c'est vraiment c'est l'objet qui pose problème et qui fait qu'on a besoin de se pencher dessus. Du coup, on peut pas être dans un conflit relationnel, on est vraiment sur un conflit sur l'objet et c'est ça l'objectif. Il y a une augmentation, tout ça, ça vient de la recherche, hein, c'est pas moi voilà, qui a inventé. Donc ça montre une augmentation du pourcentage de réponses. Il y a beaucoup plus de réponses que je rappelle que nous sommes les champions PISA du non-réponse. Et c'est quand même, ça questionne sur la peur des élèves d'essayer ou le fait de ne pas savoir comment faire. Sur des choix optimaux, il y a une augmentation de la motivation. Pareil aussi, petit point, la motivation n'est pas un état, mais une dynamique. On ne peut pas motiver un élève. Un élève n'est pas motivé. Il est dans un processus motivationnel. On essaye de poser des jalons pour le favoriser, mais voilà, on décroche tout le temps, même sur 2 heures d'intervention, sauf la mienne, bien sûr, puisque vous êtes absolument passionné tout le temps. Mais voilà. Les élèves ont plus d'appétence, enfin les élèves, ou adultes, hein, là c'est pour les élèves, pour aller chercher des informations, acquérir des connaissances en tant que telles, et c'est bien notre objectif, parce que les élèves sont vraiment au début dans le subjectif et aller faire plaisir à la maîtresse, au professeur, et là le but c'est d'aller travailler l'objet pour l'objet savoir. L'attitude est plus positive envers le sujet traité et aussi envers les pairs et aussi envers l'enseignant quand on travaille en coopération. Et ils perçoivent l'enseignant comme plus soutenant. Et on sait que c'est un facteur de persévérance scolaire, notamment, il n'y a pas que, mais dans les travaux de Catherine Blaya ou de Stéphane Béni, le fait que les élèves perçoivent que l'enseignant croit dans le fait qu'ils peuvent progresser fait qu'ils vont s'investir. Sinon, c'est très intelligent, un élève, il va faire inconsciemment la balance risque-bénéfice de faire un effort ou pas, et il ne va pas y aller s'il pense qu'il y a déjà une image figée sur lui. Les stratégies de résolution de ce conflit d'idées, hein, sont constructives. On va valoriser les pairs au lieu d'essayer de les couler. J'y reviens après. L'apprentissage est favorisé. On l'a vu tout à l'heure, on déstabilise, mais on restabilise aussi avec la création de nouveaux savoirs. Et il y a vraiment une nécessité du rapport social. Pareil, je vais développer sur les pratiques philosophiques après, plus en détail. C'est bien plus efficace que le conflit cognitif seul, c'est-à-dire soi-même avec ses idées. En résumé, ça permet de prendre conscience qu'il y a d'autres idées possibles sur Terre que la nôtre. Mais c'est tout bête, mais voilà, que peut-être possiblement mon idée, c'était un préjugé pas tellement fondé. Ça permet de réunir des informations et de construire une réponse plus complexe, plus objective. Et ça permet aussi d'être dans une relation symétrique, ce qui n'est jamais le cas avec l'adulte. La relation avec l'adulte est asymétrique. Le but, c'est de la rendre la moins asymétrique possible, grâce à la relation pédagogique dont je vous parlais, mais ça sera jamais totalement symétrique. Là, ils sont dans une relation complètement symétrique. Les points de vigilance, pareil. Il faut vraiment travailler, je m'étends pas trop, hein, parce qu'on en a parlé, mais d'être sur un travail sur l'objet de savoir, donc vraiment sur un sujet. Donc trouver quelque chose qui oblige tous les cerveaux à travailler ensemble et pas être dans un mode relationnel où là, l'élève va juste chercher à ne pas paraître incompétent ou à montrer que l'autre est incompétent ou à cacher que l'autre est compétent. Enfin, pas ce qu'on cherche. Voilà. Et donc, si dans le reste de notre temps de classe, dans la manière de faire cours, dans la manière d'évaluer, dans la manière de parler aux élèves, on accentue la compétition, alors le conflit socio-cognitif ne fonctionne pas. Il va au contraire faire que les élèves vont chercher à invalider la source de la compétence, nous, ou les autres élèves.
ils vont essayer de se montrer supérieurs aux autres ou de les montrer inférieurs à eux. Donc, c'est pas l'objectif. Alors qu'au contraire, quand on est dans une comparaison non compétitive, c'est-à-dire je m'identifie à l'autre, d'où l'importance d'avoir une différence de niveau de départ pas trop forte dans les groupes, bah, du coup, je vais avoir envie d'être plus comme lui ou de m'inspirer de l'autre personne et construire avec lui, le valoriser, etc. Et tout ça, ça repose sur notre posture et nos pratiques. Voilà, tout ce que je vous ai dit. Juste petit point, but de performance, but de maîtrise. Ça rejoint ce qu'on a dit avant aussi. Un but de performance, c'est quand on est vraiment sur la compétition, on va mettre en avant sa compétence propre au détriment des autres. Et le but de maîtrise, c'est l'objectif, c'est de maîtriser la tâche et d'apprendre. Et donc, tout notre travail de pratique globale, d'où l'appréhension systémique, c'est de faire en sorte qu'on soit sur les buts de maîtrise et sur un conflit d'idées et pas un conflit de personnes. Ça permet de favoriser la persévérance scolaire parce que ça clarifie tout. Or, notre école, il y a beaucoup d'opacité. Alors, on pense évidemment à l'opacité pour les élèves ou pour les familles, ce qu'on met derrière notre langage, derrière les situations, derrière les attendus, mais on oublie aussi l'opacité pour nous, des compétences des élèves qu'ils ont acquis en dehors des cours. Et ça permet aussi de découvrir tout ça et de le valoriser. Ça permet aussi de persévérer parce que les élèves se sentent mieux, ont un sentiment d'appartenance, ont envie d'aller à l'école. Et dans les classes où j'ai mis ça en place, une quinzaine de classes, la première chose qui bouge, c'est la présence, l'assiduité en cours. Les résultats et la progression, ça prend du temps, c'est ça qui arrive en premier. Souvent, la baisse de punition-sanction après, qui montre qu'on est bien, hein, qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus besoin de conflit de personnes. Et après, les résultats arrivent petit à petit. Petit point sur un travail de Catherine Guéguen pour montrer aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, vous me direz. C'est souvent on a un sentiment d'impuissance de dire bah oui, mais je suis une personne, il y a tout le travail de la famille à côté. Je suis une personne, mais mes collègues ils font pas comme moi. Est-ce que ça fait quelque chose? Et elle explique que même un adulte peut avoir un effet plastique sur le cerveau et donc sur tout le reste des apprentissages et qu'on ne verra pas forcément ses effets. Moi, j'ai trouvé ça très rassurant. Je sais pas. Voilà. Et donc, elle montre que l'amygdale, qui est au centre, sécrète les molécules de stress et que du coup, plus il y a ces molécules de stress, plus ça inhibe le reste, une corrigée des bêtises, l'hippocampe, le Stéphanie. cortex. Voilà. Donc, c'est très résumé, je ne suis pas en SVT ni en scientifique sur ça. Et que donc, quand on se sent en sécurité, vraiment, donc un climat de classe, des pratiques de classe qui sont sécurisantes et qui font qu'on peut aller travailler sur l'objet, de savoir sur les compétences et pas être en danger relationnel, ça permet au reste qu'on va voir juste après permet à l'élève d'accéder, pardon, à la mémorisation, aux décisions et donc verbaliser, dire mais aussi écrire. J'aurais dû le mettre. On peut écrire une lettre et ne pas la donner, ne pas la montrer. Ce qui ne va pas, ça calme l'amygdale. Du coup, à côté, il y a l'hippocampe où Catherine Guéguen, pardon, explique que ça assure la mémorisation à court terme, c'est pour ça, et que ça commence à fonctionner à partir de 3 à 5 ans, c'est pour ça qu'on a peu de souvenirs avant ça, et qui est très sensible au stress, qui détruit ses neurones, donc plus dans un environnement sécurisé, où on est encouragé, et je dis pas encouragé quand il n'y a rien, ni mentir aux élèves, hein, c'est vraiment encouragé en partant de leur base, leurs points forts, etc. Plus l'hippocampe arrive à fonctionner. Et pareil, l'élève arrive à accéder aux deux parties du cortex, préfrontal et orbitofrontal, s'il est dans un environnement bienveillant au sens exigeant mais sécurisant. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre des décisions calmes. Vous savez, le gros trou noir où les élèves restent figés sur l'exercice 1 qui ne comprennent pas au lieu de passer à la suite qui serait la décision rationnelle et de revenir après au 1. Bah ça, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup trop de stress et qu'on n'arrive pas à accéder au cortex. Deuxième point, la modification des conseils de classe, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai accompagné beaucoup d'équipes, donc je vous fais des retours globaux. Et là, première erreur dont je vais vous parler, nous avons commencé avec toutes les bonnes intentions du monde. Ça, je vous dis, c'est vraiment jamais du jugement, hein, par les conseils de classe participatifs. C'est-à-dire que les élèves viennent devant le conseil. Pourtant, on avait préparé en amont, j'ai reçu tous les élèves avant, on a fait le bilan avec eux. Ils avaient le droit de venir à plusieurs pour se sentir à l'aise. Mes collègues ont tous joué le jeu, même ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec nos pratiques. Et moi, je suis sortie en me disant, oh, c'est formidable, c'était génial, c'est tellement mieux. Alors, mes collègues m'ont dit, Emeline, 3 heures, non, ce que je comprends après. Et le lendemain, mes élèves m'ont dit, ça va pas être possible, Madame Portet, plus jamais. Et donc, je leur ai demandé pourquoi. Alors déjà, ils ont osé dire pourquoi, parce qu'on a toutes ces pratiques que je vous ai montrées avant, c'est-à-dire que dans d'autres équipes que j'ai suivies,
Il n'y avait pas eu de retour d'élèves et ils continuaient comme ça. Et quand on travaillait avec les équipes, ils avaient finalement les mêmes conclusions que nous en repensant à ce qu'avaient dit les élèves. Donc, c'est vraiment un cadre qui fait que les élèves osent dire ce que ça leur fait et ce qu'ils voudraient. Et les élèves m'ont dit, mais en fait, on aurait dit un tribunal. Et je leur ai souligné que les collègues avaient été très sympathiques, bienveillants. Et on me dit, mais même 10 adultes, c'est horrible. Et donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout pris en compte les besoins des autres personnes de la communauté éducative. Et que donc, il y avait toujours pas de place pour les parents, hein, parce qu'on toujours pas là, parents, et les élèves avaient peur et disaient ce qu'ils pensaient attendu d'eux. Donc, on n'avait vraiment pas du tout, ils se saisissaient pas du tout de leur parcours scolaire, ça changeait rien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand on modifie des modalités ou des fonctionnements, on applique souvent beaucoup plus les textes que si on ne le fait pas. Je vous ai mis en bas à gauche justement un extrait sur lequel on s'est appuyé. Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures adaptées afin que les parents puissent effectivement prendre connaissance des résultats scolaires de leur enfant. Dans le conseil de classe classique ou dans ce ratage de conseil de classe participatif, bah, ils n'étaient toujours pas vraiment au courant. Quand on prend le fonctionnement classique avec remise de bulletins, c'est toujours les mêmes parents qui viennent et j'ai découvert en accompagnant nos équipes qu'il y a beaucoup d'établissements où il n'y a même pas de remise de bulletins. Donc on a repris les choses à la base, on a demandé les besoins de tout le monde et on est parti de ça. Et on a créé ce qu'on a appelé des entretiens conseils. Pareil, ça c'est présentation générale, après je vous développe, donc qui permet d'impliquer les parents, parce que du coup l'élève choisit lui-même la manière dont il veut s'investir, et nous et les familles, on accompagne l'élève dans ce travail-là, au lieu d'imposer par le bulletin ou par des décisions parentales. Il y a des rencontres régulières avec tous les parents, je vous expliquerai comment. Chaque élève et chaque parent a 20 minutes avec son tuteur par trimestre, et c'est énorme, c'est-à-dire 20 minutes tout seul sur son travail. On a un maintien d'un conseil de classe de 20-30 minutes, 20-30 minutes, pardon, que je développe après, qui porte sur le groupe classe. Ça, c'est une obligation légale, donc on reste dans les textes. Et un développement de l'autonomie et de la réflexivité de chacun. Toujours pareil. Quand est-ce qu'on leur apprend à être autonome? Eh bien là, par exemple. Donc, premier temps, préparer les engagements en début d'année et à la fin de chaque trimestre. Pareil, je développe juste après avec les documents. Ensuite, il y a un suivi par le tuteur tout au long du trimestre et tous les enseignants sont tuteurs de un ou plusieurs élèves. Quand c'était sur 2 classes, on s'organisait entre nous en fonction de nos autres charges de travail. Et quand c'était sur tout l'établissement, on avait fait une équation qui faisait qu'on prenait le nombre d'heures de cours moins 2 et ça rentrait. Ensuite, il y avait des conseils sur 3 semaines. Il y avait en même temps les mini-conseils de classe où on travaillait que sur le groupe classe et les entretiens conseils où le tuteur, pas le prof principal, le tuteur prend rendez-vous directement avec la famille et l'élève. On détaille donc préparation du conseil de classe sur le collectif classe, donc même fonctionnement, sauf que même chose, on est sur des propositions et pas du tout juste se plaindre. Donc, et ça se déroule comme ça. Quand on fait le mini-conseil de 20-30 minutes, c'est qu'est-ce qui est positif dans le collectif classe et on liste. Et c'est difficile pour les élèves de faire ça. Qu'est-ce qu'on veut améliorer et on liste. Et qu'est-ce qu'on concrètement on fait pour améliorer ça et on liste. Et on en prend 2, 3, 4 grands maximum et on applique dès le lendemain et on teste. Ensuite, la préparation des engagements avec les élèves. Donc ça, c'est un levier très important parce qu'on lève des implicites. Et alors ça, c'est un chiffre à la louche, c'est pas du tout scientifique. On a grosso modo 20% des élèves qui comprennent les implicites et comment atteindre leurs objectifs. La grosse majorité des élèves n'y arrivent pas. Pour vous dire que ça prend du temps, en sixième, ça prenait 2 heures en classe entière et j'avais plusieurs adultes avec moi et anciens élèves, ou 1 heure par demi-groupe. En troisième, ils mettaient 20 minutes à le faire. Donc c'est prendre du temps pour gagner du temps après. Vous avez le tableau sur lequel je m'appuyais à droite. Alors les 2 premières cases en haut, c'est les cases qu'on avait communes avec toutes les classes qui le faisaient et après en dessous, on ajoutait ce qu'on voulait. Moi, j'avais ajouté d'autres éléments. Ils listent d'abord leur réussite. Donc, ils sont toujours en îlot, hein, comme en cours. Donc, ils peuvent travailler seuls ou travailler avec les copains à côté. C'est vraiment un choix libre. Et c'est difficile de lister des réussites. Un, parce qu'ils n'en voient pas. Et deux, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ont l'impression de se vanter. Donc, c'est un gros travail avec eux d'accompagnement. D'où l'intérêt d'avoir d'autres personnes dans la classe et ça ne va jamais être les mêmes personnes en fonction de votre établissement. Il faut voir qui est tenté. Donc moi j'avais des collègues, j'avais l'AED référente, il y avait l'assistance sociale qui était vraiment partie prenante dans ce fonctionnement-là et j'ai même d'anciens élèves qui étaient au lycée qui sont revenus travailler avec les élèves. Ce qu'ils veulent améliorer juste en dessous. Donc là vraiment c'est la liste au Père Noël entre guillemets, c'est large, on précise pas, je veux 12 en anglais, je ne veux plus bavarder, ce qu'on veut.
Et le gros travail, c'est là où vous avez la flèche, c'est mes engagements. Comment est-ce que je vais faire concrètement pour arriver à ça? Et ça, c'est ça qui prend beaucoup de temps, au début parce que les élèves ne savent pas et c'est parfaitement normal. Donc par exemple, un élève qui ne veut plus bavarder, il va choisir d'être repris 2 ou 3 fois par heure de cours maximum pour le bavardage. Un élève qui veut 12 en anglais ou en maths, enfin peu importe, il peut décider de faire 15 minutes à devoir fait ou de refaire un exercice avec tonton, avec tel élève. Enfin, il y a plein de manières, mais vraiment concret. On leur disait 3 maximum pour les engagements. Ça pouvait être un, il n'y a pas de souci, mais ça devait être concret, accessible et auto-évaluable. C'est-à-dire que même si on les accompagnait, on voulait vraiment qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent voir eux-mêmes s'ils y arrivaient. Et concret parce que, dans les recherches sur la motivation, il est montré qu'il faut avoir un gros objectif et des mini-objectifs, c'est dit pas très académiquement, mais des petits objectifs étapes au milieu qui sont justement accessibles et ça permet d'avancer. Et en plus, ce qu'on disait, c'est on voulait que l'élève aille tirer son fil à lui au lieu que ce soit juste les appréciations du conseil de classe. Et moi, j'avais rajouté en dessous mes ressources, aussi gros travail d'aller voir ce qu'ils font en dehors, en club ou tout seul et aller voir dedans quelles compétences ils avaient développées et comment on pouvait transférer ça aux disciplines à l'école. Leurs besoins pour savoir moi si je devais préparer des modules particuliers pour eux. L'orientation, c'est-à-dire leurs envies, pareil, pour pouvoir, mobiliser des personnes, savoir dans quel salon les emmener. Et leur appréciation, c'était important. Alors, mon idéal, ça aurait été que ce soit l'appréciation du bulletin. C'est pas possible, on s'adapte à son contexte. Donc, on avait fait ouvrir une ligne dans le bulletin et ils faisaient leur appréciation. Ils sont souvent beaucoup plus durs que nous, mais ils apprennent comme ça petit à petit à s'auto-évaluer. Donc ça, c'est fait, début d'année et milieu de trimestre, fin de trimestre, pardon, et pendant le trimestre, le tuteur et l'élève font un accompagnement qu'on a laissé complètement libre parce qu'on voulait pas que ce soit trop contraint. Donc certains avaient des rendez-vous fixes, d'autres des rendez-vous selon les demandes d'élèves. Certains construisaient des outils. Par exemple, j'avais une collègue qui accompagnait une élève en grande réussite qui, elle, voulait s'améliorer en anglais et pardon, qui, elle, voulait, c'est pour la suite l'anglais, qui voulait participer en classe parce qu'elle était timide et elle avait dit qu'elle voulait laver la main 2 fois par jour. Bah, ensemble, elles ont fait un petit tableau, un truc qui, nous, adultes, nous paraît basique, mais en fait, ça l'a beaucoup aidé. Ils ont fait un petit tableau avec les jours et l'élève cochait quand elle participait. Comme ça, elle faisait un point de temps en temps pour voir ce qui bloquait ou ce qui était facilitant. Et en fin de trimestre, donc on a eu cette fiche-là navette. Donc le travail du prof principal, c'est de reporter dans mon bilan les réussites et améliorer, que vous avez vu qu'on a préparé avant. Et dans la deuxième colonne, mes engagements, les engagements. Et ça se lit en ligne. Du coup, comme ça se remplissait au fur et à mesure de l'année. Et pendant l'entretien conseil de fin de trimestre entre le tuteur, la famille et l'élève, l'objectif était, un, de vérifier que c'était assez développé, parce que, encore une fois, les réussites, c'est pas forcément évident, et d'aller trouver des conseils concrets pour aider justement à réussir les engagements. Donc, on voulait vraiment sortir de il faut pas répondre, il faut dormir 8 heures par nuit, mais vraiment aller trouver du concret. Donc, je vous ai mis un exemple. Un de mes élèves me disait, moi, je voudrais travailler 30 minutes par soir, mais 30 minutes, c'est long, et je vois pas du tout comment faire. Et en échangeant avec lui sur ses besoins, on en est arrivé à ça. Il met une alarme de 10 minutes sur son téléphone et il met son téléphone dans une autre pièce, parce que sinon c'est trop tentant. Et pendant 10 minutes, il travaille à fond. Après, il récupère son téléphone, il met une alarme de 15 minutes et là, il fait 15 minutes de pause. C'est plus long que le travail, mais pour lui, ça lui convenait. Il faisait ça 3 fois. Ou je vous donne l'exemple le plus extrême que j'ai eu et qu'on n'a même pas mis dans la fiche, ça restait entre nous. Une élève qui m'a dit, moi, je voudrais travailler, mais maman, elle a besoin de moi pour faire diverses choses, ce qui est compréhensible. Et on s'était mis d'accord sur 5 minutes par jour, elle s'enferme dans les toilettes et elle apprend sa leçon. Les collègues qui étaient contre, parce qu'on a toujours des arguments, on dit, mais 5 minutes, c'est ridicule. Oui, mais sur 7 jours, ça fait 35 minutes contre rien du tout avant, donc on avance. Et cet élève-là qui était en difficulté a fait son stage dans un cabinet d'avocats. Voilà, je dis juste ça, on avance pour tout le monde. Et du coup, au terme des entretiens que je vous détaille juste après, cette fiche-là et le bulletin étaient envoyés à la maison puisque du coup, on avait, comme on voyait absolument tous les parents, on avait enlevé la remise des bulletins aussi et c'était un temps plus qualitatif et découpé autrement. Et à aucun moment dans ce délai-là de 3 semaines des conseils de classe, entretien conseil, on ne communiquait les notes ou les appréciations pour justement ne pas avoir d'influence extérieure et que les élèves apprennent à vraiment s'auto-évaluer. Parce qu'un élève qui va avoir écrit dans son bulletin ne travaille pas, ce n'est pas forcément qu'il ne travaille pas. Voilà. Et puis, peut-être que lui va vouloir aller tirer le fil de l'anglais, alors que ça va être plus alarmant dans le bulletin sur l'histoire géo. Mais son entrée à lui, c'est l'anglais. C'est peut-être ça qui va faire bouger tout le reste. Et l'entretien conseil en lui-même, donc 10 à 20 minutes,
C'est pour ça que la préparation en amont est importante pour pas que ça dépasse. Et c'est comme ça qu'on a conquis les collègues. Je vous dis, c'est que tout compris, ça prenait moins de temps que les conseils de classe plus la remise de bulletins parce que les besoins aussi des enseignants, c'est de ne pas y passer des heures. Les collègues qui montent des choses qui prennent trop de temps, ça tient pas parce qu'à un moment donné, il faut qu'on dorme, hein. Je veux dire, on a des métiers quand même extrêmement fatigants. On peut pas se surcharger tout le temps. Donc le but, c'était de reprendre du temps, de le déplier autrement, qu'il soit plus qualitatif, sans faire plus de travail. Et donc, on rappelait le déroulement de l'entretien conseil à chaque début pour que justement les parents soient au courant. Donc, l'élève, pardon, il y a un bilan de l'élève, donc il a la fiche devant les yeux, hein. Et il fait son bilan tout seul, sauf si on voit qu'il est timide, on l'aide par des questionnements, mais le but, c'est que ce soit lui. Après l'échange dont je vous parlais pour avoir des conseils concrets entre enseignant et l'élève, et après seulement, on pose des questions aux parents et on a mis des listes de questions pour que ce soit vraiment un échange constructif et qu'on sorte, pour ceux qui l'ont vécu, des remises de bulletins avec leçon de morale, enjeu du cadeau de Noël, etc., etc. Et un récapitulatif. Donc, je vous ai mis quelques exemples des questions qu'on avait listées. Que pensez-vous de ce qui a été évoqué dans l'entretien? Avez-vous observé des progrès? On leur disait qu'à la maison, qu'est-ce qui pourrait aider dans ce sens-là? Voilà, et où on leur expliquait, parce que des parents nous disaient, ben, on ne voit pas comment aider. On disait, bah, demandez-lui simplement ce qu'il a fait dans la journée et de vous expliquer. Il n'y a pas forcément besoin de faire réciter ou que vous connaissiez la Seconde Guerre mondiale par cœur, peu importe, juste de faire réfléchir sur ce qu'il a fait, ça suffit. Et donc, pareil, je vais en prendre une ou deux, mais pas toutes, hein, parce que toutes ces pratiques-là développent beaucoup, beaucoup de compétences psychosociales. Heu, par exemple, s'affirmer et résister à la pression sociale par l'assertivité et le refus, ben, nous, on trouvait qu'on le travaillait, enfin, je trouve toujours, hein, parce que justement, on ne communiquait pas les notes et les appréciations et l'élève choisissait ce avec quoi il voulait travailler et donc même si, je sais pas, le parent ou quelqu'un pouvait dire: «Non, il faut que tu travailles ça», bah, non, c'est ça que j'ai choisi. On identifier ses émotions parce que du coup, on travaille dessus quand on prépare les engagements, forcément. Atteindre ses buts personnels, évidemment, puisqu'on a un but final et les étapes pour y arriver, et cetera, et cetera. Voilà. 3e point, la coéducation. J'ai oublié de préciser que je parlais de l'accueil. Donc la coéducation, c'est un enjeu important et souvent quand on travaille dessus, encore une fois, moi la première il y a quelques années, donc il y a aucun jugement, on a peur que les parents, se permettent de nous faire des leçons sur notre travail. Ou empiètent, ou prennent trop de temps, ou soient désagréables, ou parfois ça arrive d'ailleurs. Et en fait, quand on va travailler vraiment dans l'accueil de ce qu'ils ont à dire, on se rend compte que c'est simplement ça, qu'ils ont aussi des choses à dire et qu'on a des compétences différentes, mais qui servent encore plus fortes quand on est en alliance pour les élèves. Et donc, accueillir les parents, c'est important. En bonne prof de français, je vous ai mis l'étymologie, mais parce que là, ça a un sens. Donc accueillir, c'est ad et colligérer. Et dans ad colligérer, il y a 3 idées et c'est important. L'idée d'espace, donc faire entrer les parents dans la classe, pas forcément physiquement, mais aussi symboliquement. Je vais vous montrer comment on a fait. Une idée de temps, c'est comme pour toutes les pratiques, ça prend du temps. Ça peut pas être juste au moment des conseils de classe. J'ai refait justement une formation là dans une autre académie sur les conseils de classe et c'est des questions légitimes. On me dit, mais oui, mais les parents, ils viennent pas. Bah oui, mais en fait, ça peut pas être juste un temps, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et il y a l'idée de relation. Donc justement, Catherine pardon, Hurtig-Delatte, par exemple, parle d'égale dignité. Il y aura toujours aussi une asymétrie, qu'on va essayer de diminuer le plus possible, mais on considère qu'on est tous les deux des choses à apporter pour aider l'élève à progresser. Là, on le prend dans le sens qu'on veut. Donc, je vous ai mis les textes, les études parentales auxquelles on pense souvent et l'importance de la coéducation. Encore une fois, pas de jugement. Je l'ai pensé aussi, les études parentales. Genre, de toute façon, ils veulent pas. De toute façon, ils sont démissionnaires. Il y a pas de parents démissionnaires. En octobre dernier, il y a la journée du refus de l'échec scolaire de l'AFEV. Et il y a 2 ans, pardon, c'était sur les parents d'élèves. Et toutes les vidéos sont en ligne sur leur site, AFEV, AFEV. C'est hyper intéressant justement parce qu'ils ont fait une enquête, il y a des témoignages et les parents disent eux-mêmes, tous les parents ont envie que leur enfant réussisse. Simplement, ils ont, de par leur vécu, des études différentes. Il y en a qui ont qu'on considère comme des missionnaires, ils ont une confiance absolue en l'école, ils pensent que c'est l'école qui va faire tout ce travail-là, et donc il faut les accompagner. Il y a les familles de l'éducation qui veulent aussi être entendus. Enfin, voilà, il y a plein d'attitudes parentales, mais le point commun, c'est qu'ils veulent tous que leur enfant réussisse.
C'est intéressant aussi, parce qu'il y a une maman d'élève qui est à l'université des parents qui expliquait aussi qu'elle était tout le temps on est toujours convoqué quand on est parent. Donc elle, élève, pas de souci, de comportement, mais juste en ESS, une équipe, de suivi pour les besoins en particulier de son enfant et disait: «On est convoqué déjà dans le mot et même quand c'est pas dans le mot et qu'on est invité à, on est invité à une heure et un jour qu'on n'a pas choisi», qui tombe en général au moment où on travaille et donc en fait, bah, c'est un peu une convocation et en plus on se retrouve pareil, elle disait face à plein d'adultes de l'établissement. Gé Spatialement parlant, on est un peu comme dans un tribunal, hein, l'enfant et le parent et les autres, donc tout ça, c'est aussi à penser dans le rapport entre les parents et l'école. Et ça répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, le travail d'Yves Reteur qui dit que c'est important aussi pour lever l'opacité donc pour les parents de notre, jargon à nous, de notre fonctionnement, de nos attentes, mais aussi pour nous, de ce qui se passe à la maison, de comment fonctionne l'espace familial, l'accompagnement, les contraintes. Comme je disais, mon élève, qui avait besoin de s'enfermer dans les toilettes pour apprendre 5 minutes, bah, on prend en compte les contraintes et de toutes les compétences qui sont développées en dehors. C'est ça, je vous montrerai un exemple après. Voilà et une citation que je trouve très intéressante de Deslandes et Bertrand: «La participation parentale ne peut se faire que s'il y a invitation à participer de la part des enseignants, puis compréhension du rôle parental» et je vais vous montrer comment nous, on a invité les parents. Donc plusieurs exemples, donc tout ça s'échelonne sur toute l'année. On a mis en place des temps d'échanges informels. Donc moi, j'ai proposé un apéritif parents-professeurs sans alcool, je précise. Du coup, j'ai une collègue, chef d'établissement qui a refait, qui m'a dit: «Moi, j'ai mis goûter, ça fait moins» voilà, mais bref, c'était vraiment un temps, chacun amène ce qu'il veut à manger, à boire et le but est pas du tout de parler d'élèves. Il se trouve qu'il y a des parents qui ont eu envie à ce moment-là ou qui se sont sentis à l'aise à ce moment-là pour nous parler de certaines choses, mais globalement, c'était vraiment juste un temps. On travaille ensemble pendant 4 ans, pour le coup, pour cette classe-là, ou même 1 an et ben, voilà, on va peut-être se connaître et si des enfants ou élèves devaient être là, parce qu'il y avait aussi des plus petits, on les mettait dans la cour. C'était vraiment, on était dans un cercle à part, ensemble. Les réunions parents-professeurs, les fameuses de début d'année où défilent tous les professeurs pour présenter le programme, leur manière de travailler. Ben, on a décidé qu'on allait changer aussi spatialement, donc on a gardé les îlots des cours et du coup, on s'est assis avec les parents et on a discuté avec les parents. On les a aussi accueillis avec un café, avec du thé, avec des gâteaux, sur nos fonds, hein, je précise, mais voilà et ça a été un des premiers retours de parents en disant: «Ah bah, on se sent vraiment accueillis». Donc voilà, ça c'est peu de choses pour, beaucoup d'effets de les sentir vraiment là et donc soit c'est toujours le contrainte de l'établissement, on peut pas tout changer, mais du coup, soit un collègue présentait à tout le monde, mais en étant assis à une table, à un îlot de table, soit les fois où on arrivait à être plusieurs en même temps, bah, on tournait et du coup, c'était beaucoup plus chaleureux. Mais en tout cas, c'était vraiment travailler ensemble et c'est aussi l'occasion d'organiser la classe ensemble qui, j'arrive juste après dessus. C'était aussi de communiquer souvent avec eux, alors que j'ai commencé par, me dire: il y a quelques années: «Peut-être que ça serait bien que j'envoie des messages quand ça va bien». Alors ça se répand de plus en plus heureusement, mais vraiment du coup régulièrement envoyer même un petit SMS en disant: «Bah, voilà», pas forcément que dans mon cours, hein. «Bah, voilà, j'ai eu un retour, très positif, sur ça», peu importe, ça peut être une discipline ou une façon de faire, une compétence. Et aussi tenir au courant de la classe en général. Soit en ce moment, il y a un gros projet, en, espagnol ou en autre chose, soit voilà, en ce moment, on travaille sur la manière de se parler dans la classe. C'est encore un peu compliqué, on travaille en conseil coopératif. Si vous pouvez, pas d'obligation, vous pouvez leur parler à la maison et vraiment ça crée, ce que je disais, une place symbolique aussi dans la classe. C'était aussi de leur dire: «Bah, voilà, je projette de faire ça. Est-ce que vous avez des idées, des propositions? Est-ce que vous voulez participer?» Et pas uniquement sur les métiers, hein, c'est en général plus là qu'on fait intervenir les parents et c'est très riche grâce à leur réseau, mais de manière générale et on a eu plein de supers idées. Par exemple, on nous a proposé de venir parler au conseil de quartier sur le développement durable parce qu'on avait échangé sur le sujet en amont et je les avais tenus au courant des projets. Et ensuite, toujours cette idée de reconnaître l'informel, de reconnaître ce qui est développé en extrascolaire. Le marché de connaissances, par exemple, ce sont les élèves qui préparent des stands, enfin, je peux dire ça comme ça, pas forcément sur une compétence scolaire, hein. On avait, la cuisine de mon pays, le rugby, enfin, mythologie, enfin, bon, de tout et tout ce travail qui dure plusieurs mois, hein, je vous dis, avec les élèves, qui permet de développer beaucoup de compétences aussi, parce qu'il faut apprendre comment tu vas faire pour, apprendre des choses aux autres, comment tu vas t'organiser, à quoi il faut que tu penses, quel est le déroulement
se concrétise par une soirée, une après-midi, une matinée, peu importe où sont invités les adultes. Donc les adultes de l'établissement, mais aussi les parents. Et c'est extrêmement valorisant pour tout le monde, parce que les parents aussi voient leur enfant dans une position de réussite. Et puis le bilan, pour vous dire qu'on apprend tout le temps. Donc je vous ai mis à droite, pendant le confinement, la classe que j'ai suivie 4 ans était en cinquième, mais on l'a fait avec toutes les classes, hein. Je donne cet exemple-là, mais il n'y a pas que. Où on s'est dit, ouais, je me suis dit, je vais faire un bilan. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont appris. Et c'est là que je me suis dit: «Mmh, mais en fait, potentiellement, peut-être, ça serait bien qu'on prenne en compte leurs compétences extrascolaires, qu'ils avaient appris beaucoup de choses». Donc comme quoi, je vous disais, on apprend tout le temps et il n'y a pas d'image idéale, du prof parfait, ça n'existe pas. Je vous le disais, les réunions parents-professeurs, ont servi aussi à organiser la classe ensemble. Donc le fonctionnement de la classe était avec les élèves, on a défini ensemble les règles qu'ils voulaient. Mais chaque année, à la rentrée, donc en sixième, les parents ont souvent le droit, en tout cas c'est quand même le cas dans notre établissement, d'être là à la première demi-journée. Donc on profitait de ça. Et sinon, aux réunions parents-professeurs, je mettais tout le monde en îlot coopératif entre pairs. Donc, élèves avec élèves, parents avec parents, profs avec profs et AED. Et du coup, je demandais à tout le monde, qu'est-ce que vous attendez des deux autres parties pour que vous, votre enfant, votre élève progresse. Et après, on mettait tout en commun. Si vous regardez la colonne parents, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et la première fois, je me suis dit: mais ils vont pas s'arrêter, ils vont jamais être avec nous. En fait, ils nous détestent. Mais vraiment, enfin, il faut être honnête avec soi-même, c'était vraiment très dur. Je me disais: «Moi, ça va». Et en fait, c'est simplement que je pense qu'ils n'ont jamais eu cet espace-là pour parler et ils ont été derrière nous pour tout, tout le temps. Tout ce qu'on a tenté, alors on a toujours tout explicité, dit pourquoi on le faisait évidemment, mais ils ont toujours soutenu pour tout. Et par exemple, pour la classe quand j'ai suivi 4 ans, en troisième, ils ont attendu, ils m'ont dit: «Bon, madame Porté, on attendait que tout soit fini. On voulait vous dire, il y a des parents qui sont venus nous voir en sixième en disant: «De toute façon, c'est pas bien cette classe-là, prise en charge globale, ils sont trop maternés, la vie c'est dur, la vie c'est pas comme ça». Mais nous, on a dit que si, on croyait en vous et on voulait pas vous en parler avant parce qu'on voulait pas que ça vous perturbe. Voilà. Oh. Bon, j'ai pleuré, je vous cache pas qu'en parlant, j'ai les larmes qui montent, mais vraiment, si on travaille avec les parents, et je dis pas que c'est évident, moi la première, je pensais que c'était des missionnaires et qu'ils voulaient pas et qu'ils allaient prendre mon travail, mais preuve que non, quand on travaille avec eux, en leur donnant un espace et en prenant en compte leurs compétences, alors on est vraiment dans un cadre très sécurisant pour les élèves. Exemple très rapide, pendant le confinement, je faisais des petits emplois du temps, chaque semaine pour les élèves où je réunissais les liens des classes virtuelles et où je donnais des activités possibles, hein. Il n'y avait rien d'obligatoire, mais pour structurer un peu la journée parce que c'était quand même, complexe, hein, comme période. Et il y a plein de parents qui m'ont dit qu'ils avaient fait, l'activité sportive que je montrais, que j'avais mise en lien, où ils étaient allés voir, la petite vidéo. Donc, à partir du moment où on laisse une place, justement ce que je disais, où on accueille vraiment les familles et les élèves, bah, tout le monde s'empare de ce qui est proposé et propose d'autres choses. Et enfin, dernier point que je développe, parce qu'on ne peut pas tout développer, les discussions à visée démocratique et philosophique. Alors je vous ai mis sur le diaporama, je ne sais pas si tout le monde l'aura après, enfin, j'ai mis le lien pour aller voir un exemple, là où on faisait avec, des sixièmes, pas la classe que j'ai suivie 4 ans, une autre sixième, sur les contes de fées, donc avec ma collègue. Les discussions à visée démocratique philosophique, c'est quoi? C'est la pratique philosophique, ça n'est pas apprendre qui sont Platon, ni les idées de Platon, de Descartes. C'est vraiment se questionner sur le monde, questionnement métaphysique. C'est sortir de la pensée utilitaire pendant un petit moment, qui est importante aussi, hein, de répondre à la question du prof, pour aller penser tout seul. Et quand on regarde bien, combien de temps par jour on les laisse penser tout seul sans répondre à une question précise? Bah, peut-être en conseil coopératif justement, mais sinon dans un fonctionnement classique, pas tellement. Et la pensée complexe, c'est à la fois faire du lien, entre les apprentissages, entre l'école et l'extérieur et c'est aussi les 3 parties de la pensée complexe, c'est la pensée créative, la pensée, j'ai peur de dire une bêtise, critique et la pensée responsable et du coup, c'est vraiment développer tout ça et alors c'était pas le but premier, mais tous les travaux faits à partir de ça, à partir de ces réflexions-là étaient beaucoup plus riches. C'est partir du postulat, je vous disais, de l'interlocuteur valable, c'est-à-dire que tout le monde peut philosopher et tout le monde peut se poser des questions métaphysiques. Et du coup, pour l'élève, première chose, c'est que met du sens aux apprentissages. C'est parce que souvent ils disent: «Mais à quoi ça sert?» Ben voilà, du coup, ils mettaient du sens, qu'ils reliaient: «Ah mais on en a parlé, en maths, ah oui mais en dehors j'ai vu ça, ah oui mais» et cetera.
C'est donc acquérir une pensée complexe, j'ai dit, avoir un temps, travailler des compétences orales et écrites, puisqu'on doit développer sa pensée, et ça, je vais y revenir en particulier. Apprendre à écouter l'autre, et donc ça vient en complément vraiment des conseils coopératifs, et d'ailleurs, ce sont les mêmes rôles dedans. Et c'est avoir beaucoup d'agilité, de souplesse, d'aptitude intellectuelle, et puis, pardon, 1, 2, 3, faire un pas de côté et se regarder penser, puisqu'on travaille la métacognition, j'y reviens aussi juste après. Pour l'enseignant, c'est aussi poser un autre regard sur l'élève. Parce que l'enseignant, dans les discussions à visée démocratique philosophique, vous verrez si vous regardez le lien, on ne donne jamais son avis, jamais son opinion, et on ne le montre pas ni par un geste, ni par une parole. Donc c'est vraiment écouter l'élève penser, et c'est absolument incroyable, et c'est vrai. C'est-à-dire que ça commence par des petits groupes et après on est en grand cercle. Et une fois, on faisait croire savoir. Et du coup, je passe, donc ils ont des documents pour réfléchir, et je passe dans un groupe, j'écoute, alors s'il faut relancer. Et une élève en difficulté, je l'entends raconter aux autres. Mais est-ce que ça serait pas comme si on avait un bandeau sur les yeux et qu'on voyait pas la réalité? Et là, je me suis dit, bon, bah, elle m'a refait la caverne de Platon. C'est bon, on n'a jamais vu. Voilà, donc vraiment, quand on leur laisse le temps de penser, ils développent les mêmes conclusions que les chercheurs, hein, en général, et les mêmes conclusions que les philosophes, donc c'est assez impressionnant. Et du coup, nous, ça nous permet aussi de repenser la construction des séquences, c'est-à-dire que je problématisais mes séquences avec les discussions à visée démocratique et philosophique. On choisissait ensemble une problématisation, et tous les documents travaillés, plus d'autres que je leur fournissais à la fin, ça permettait de créer une discussion, une DVDP, ça s'appelle une discussion à visée démocratique et philosophique. Donc c'est ce que je disais, ça c'est d'abord donc on a fait toute la séquence avec notre problématisation, et les élèves réfléchissent d'abord en petits groupes avec des documents en plus. Ils proposent plusieurs problématisations, et après on se met en grand cercle, et puis je vais vous montrer comment on fait avec les mêmes rôles qu'on a vus tout à l'heure, le responsable du temps, le responsable de la parole, je vais éviter d'oublier les synthétiseurs et les observateurs. Et toujours pareil, je suis juste garante du cadre. Ça repose sur 3 fonctions qui sont du coup importantes pour les apprentissages, pour la pensée complexe. Conceptualiser, donc croire savoir, je vous garde celui-là. Qu'est-ce que c'est croire? Qu'est-ce que c'est savoir? Comment est-ce qu'on les définit, ces notions-là? Et du coup, quel réseau conceptuel de mots on arrive à construire à partir de ça? Quels sont les mots qui sont sensiblement des synonymes? Qu'est-ce qu'il y a comme antonyme? Ça renvoie à quoi? Et donc il y a vraiment un gros travail là-dessus, où on avait travaillé sur la nature, l'homme et la nature. Qu'est-ce qu'on entend par nature? Et suivant ce qu'on entend par nature, qu'est-ce que ça a comme conséquence derrière? La problématisation, donc vraiment arriver et c'est un gros travail, hein, à se questionner de manière large et métaphysique. Souvent, on commence par des questions concrètes, et en travaillant ensemble, du coup, dans le grand cercle, on arrive à la problématisation générale, ou à des problématisations d'ailleurs. Et l'argumentation, arriver à formuler des arguments, c'est pas si évident que ça, vous allez voir après, et des idées pour les illustrer, arriver à répondre à ces arguments et avoir des contre-arguments. Et ces 3 compétences-là, en fait, elles dialoguent tout le temps, parce que du coup, on va argumenter, ça va amener à reconceptualiser autrement, qui va peut-être amener à une autre question, etc., etc. Et donc, le but n'est pas d'obtenir une réponse. Et c'est intéressant parce que, j'ai échangé avec un collègue belge, au Journée des nouvelles pratiques philosophiques. Il disait que lui, ça leur posait souci, les enseignants, parce qu'on leur demande d'arriver à un résultat précis qui est la conceptualisation de telle chose ou telle réponse. Or, c'est pas du tout l'objectif en France, en tout cas, heureusement. Et je fais un tout petit focus justement sur le langage et la pensée dedans, pour vous montrer, alors on peut retrouver aussi dans la pratique, les pratiques coopératives, hein, mais le langage et la pensée dans les discussions philosophiques, et à quel point ça permet de développer justement la pensée. Donc créer évidemment et maintenir un cadre sécurisant, donc ce que je vous disais, nous on est garant du cadre, pas de moquerie, on écoute celui qui parle. L'environnement physique confortable, qui n'est pas forcément au début, parce que vous avez vu dans la photo du début, il n'y a pas de table protectrice devant, il n'y a pas de sac, et les élèves au début, ils mettent leur sac, donc on leur dit non, sous la chaise, ailleurs. Et du coup, c'est vraiment la confiance dans le collectif qui va être sécurisant. Et je vous le disais, c'est pas magique, hein, j'ai eu des premières DVDP, il faut être patient jusqu'au moment métacognitif pour faire le point, parce que ça se passe pas bien du tout, les élèves font machin, ou qui donnent des idées très compliquées, et donc on se pose. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous proposez pour la première fois? Et ils avancent eux-mêmes sur les valeurs et les règles communes, puisque c'est des discussions à visée aussi démocratique, hein, et philosophique. Et donc, on garantit la sécurité. Forcément, ça questionne notre posture, nos gestes pédagogiques, moins intervenir. Une inspectrice m'avait dit, de toute façon, en cours, on a réussi si on n'a pas beaucoup parlé.
Si on parle tout le temps, il y a quelque chose qui va pas. Bah, les DVDP, c'est exactement ça. C'est vraiment, on accompagne par le questionnement, mais on donne pas son avis. Il faut trouver des supports adéquats, évidemment. Et pour vous dire, même au collège et même dès la sixième, je mettais des extraits de philosophes aussi ou de textes qui peuvent paraître un peu arides comme ça, mais comme on a travaillé avant et qu'on travaille avec eux dans les petits groupes, ça se passe très bien. Ça encourage, pardon, les compétences psychosociales et les habiletés coopératives, évidemment, hein, et toutes les autres compétences psychosociales qu'on a vues sur ces idées, sur ces émotions, sur les comportements prosociaux. Et on est dans une interdépendance positive comme pour la coopération. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour développer sa pensée. Le dialogique, il est essentiel pour développer sa pensée. Et ça accompagne, du coup, comme la coopération, au changement des représentations, des préjugés, des attitudes, sans qu'on ait besoin d'intervenir. C'est vraiment très rare. Si on sort du cadre de la loi, là, on intervient. Mais par exemple, dans Croire Savoir, une année, il y a un élève qui a dit, bah, moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des cours de religion à l'école quand même. C'est important. Je n'ai rien eu à dire. Les autres ne sont pas du tout disputés. Vraiment, ont discuté, ont amené d'autres arguments pour lui faire comprendre pourquoi l'école laïque, c'était important pour eux. Et du coup, on a à la conclusion qu'on peut parler de religion, mais que des cours de religion, Mmh. enfin d'une religion, c'était ça son objectif, c'était un peu plus compliqué. Très vite sur ça, juste je vous ai mis des éléments sur langage et pensée et du coup alors il y a, je vous ai mis une citation qui dit que la pensée n'est pas nécessairement vocalisée de Platon, mais globalement, c'est plutôt ça se construit dans le langage et je vais vous montrer un exemple intéressant justement de DVDP, de verbatim. C'est surtout, c'est intéressant, c'est que dans les DVDP, comme les pratiques coopératives ou beaucoup d'autres choses dans ces valeurs-là, ça permet aussi de faire des révolutions. C'est-à-dire qu'on va, ce que je disais tout à l'heure, on va déstabiliser parce qu'on se confronte à l'autre, à d'autres idées qui vont pas du tout dans le sens de ce que j'ai appris ou de ce que je pensais tout seul, ou de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, en tout cas, et du coup, c'est très très désagréable. C'est pour ça qu'il faut un cadre sécurisant parce que ce moment très désagréable, il faut passer par là et il faut resécuriser autrement. Et du coup, c'est ce que dit Astolfi, ce que je disais tout à l'heure pour Bachelard, la situation d'apprentissage véritable suppose de manière simultanée et complémentaire une certaine déstabilisation, faute de quoi il n'y a rien vraiment à apprendre, et une rééquilibration majorante, comme dit Piaget, c'est-à-dire que c'est justement rééquilibrer autrement qui fait qu'on apprend quelque chose. Et je vous montre un exemple, de mon travail de recherche où j'avais découvert ce travail en grille syntaxique, ça s'appelle. Alors les auteurs, j'ai mis après, d'Emmanuel Aurillac, je ne sais jamais prononcer, je suis désolée par avance, Sluzarczyk, vous savez, et Martine Maufray, qui ont travaillé par grille, syntaxique pour analyser justement ces paroles qui sont souvent longues et qui peuvent paraître confuses et où on ne sait pas trop bien quoi faire. Donc je vous en ai pris une, je vous la lis. C'était sur la peur. Enfin, les peurs. C'est pour eux, pour répondre à la question, est-ce que la peur, en quoi la peur est positive? Donc, c'est que elle peut être positive dans le sens où elle nous éloignera du danger présent. Par exemple, pour le feu, là, les gens qui ont peur du feu, enfin moi, par exemple, j'ai peur du feu. J'ai toujours peur de me coller avec, même si c'est parfaitement contrôlé. Enfin, je sais pas, mais j'ai peur que en dessous, la flamme, elle grandisse et que ça mette le feu partout. Ça peut paraître ridicule comme peur, mais j'en ai peur et j'arrive pas à la surmonter. Mais du coup, je pense que la peur peut aussi elle évolue. Elle peut aussi nous empêcher d'évoluer dans le sens où, par exemple, en physique-chimie, j'ai pas réussi à allumer le briquet, j'avais peur de le faire tomber, qu'il reste allumé. C'est un peu, enfin, je sais, on pourra toujours me dire que c'est parfaitement contrôlé et que je ne serai toujours à me dire, mais j'ai peur, j'ai pas envie de me brûler. Entendu comme ça, c'est complexe. Et plus on est dans des établissements REP, REP+, plus on a des réponses pas forcément construites. Et du coup, quand on décompose ce qui s'appelle en grille syntaxique, avec grammaticalement, on se rend compte qu'en fait, il est en train de construire des arguments et des exemples. Donc du coup, il explique à quelle question il veut répondre dans je vais y arriver, la partie principale de la phrase, et après, il rentre dans l'argument. Donc son argument, c'est la peur est positive dans le sens où elle nous éloignera du danger présent. Et après, par exemple, il développe son exemple. Et on voit que sa répétition où il y a forcément de l'émotion, mais on peut ne la voir que comme émotionnelle, et en fait, un développement de son idée. La peur positive, et il parle justement d'un côté aussi négatif de se coller avec, il parle du contrôle en opposition. Voilà. Et quand on décompose ces réponses-là, on ne peut pas le faire dans l'instant, hein, évidemment, mais du coup, quand on revient dessus avec des verbatims, ça permet de voir qu'en fait, la pensée est en construction, que même si on ne perçoit pas tout de suite, tout ce travail-là du dialogique, de ces temps où on les laisse penser, enfin, on les accompagne à penser, encore une fois, on n'est pas dans le laisser-faire, bah, ça permet d'avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les compétences et donc dans les apprentissages. Pour conclure,
des points de vigilance qui font écho à ce que je vous ai au début sur avoir des valeurs qui sous-tendent toutes nos pratiques. Si on ne pense pas à ces valeurs-là, et encore une fois, c'est pas du tout forcément conscient, on peut faire des choses avec la meilleure volonté du monde. Vous avez vu ma première version de conseil de classe participatif. Alors on peut tomber dans des écueils d'instrumentalisation. Et si on cherche du rendement, à ce moment-là, c'est encore plus. Je vous ai mis un extrait de Anzieux et Martin sur la dynamique des groupes restreints. Le pseudo-démocrate, il est rompu, pardon, à l'emploi des procédés les plus efficaces qui permettent de donner temporairement à un groupe l'illusion d'une certaine autonomie. Ce n'est au mieux qu'un habile manipulateur. C'est pour ça que je précise, ça peut être pas du tout pensé comme ça, mais vraiment une attention bienveillante, je vais vous en montrer. Notamment la coéducation, qui est un sujet ancien mais très nouveau sur le terrain, dans le sens où les collègues ne savent pas forcément comment faire. Et là, j'ai animé une visio sur le sujet et il y a une conférence d'un chercheur, une conférence d'une collègue de terrain et les questions qui remontaient, c'était, ben oui, mais on leur donne un rendez-vous, nous on leur a donné rendez-vous à telle date, à telle date pour les aider et pourtant ils viennent pas. Et en fait, l'intention est positive, c'est aider, mais on est encore dans quelque chose de très asymétrique et dans une attitude du sauveur, de moi je vais apprendre aux parents. Donc c'est pour ça que je disais vraiment, c'est essayer de se questionner tout le temps. C'est pas évident, mais voilà. Nos pratiques ont des impacts sur les parents. Si on a des pratiques de motivation extrinsèque contraignantes, ça a un impact. Par exemple, on voit beaucoup remonter dans le premier degré, mais pas que. Votre enfant, cette semaine, il a été orage. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils grondent les enfants. Du coup, voilà, il faut réfléchir à ces pratiques. Donc, il y a motivation contraignante et les contraintes, je me redéveloppe pas, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on les convoque, est-ce qu'on les invite à participer avec nous? L'instrumentalisation de la coopération, exemple vécu dans mon établissement, c'est pour ça que ma porte est toujours ouverte, donc plein de monde est venu voir les conseils coopératifs que je vous détaillais, chef d'établissement, la CPE. Et la CPE est venue en milieu de quatrième, donc mes élèves étaient experts, hein, 2 ans et demi de travail. Elle est venue une fois, elle s'est pas formée, elle n'a pas demandé d'accompagnement et un collègue l'a sollicité parce qu'il avait du mal avec une classe difficile. Je mets des guillemets parce que ma collègue qui faisait de la coopération n'avait aucun souci avec la classe. Et j'ai découvert cette affiche-là que j'ai prise en photo. Je vous laisse d'abord la lire et me dire s'il y a des mots qui vous marquent. Oui, Et mignon. je vais mettre le chat, pardon. Ou oralement ou dans le chat, j'ai ouvert le chat. Est-ce qu'il y a des mots qui vous marquent? Éminent professeur, merci à Sarah. La parole sacrée, sentence, nous taire. Et en fait, la CPE, elle avait eu l'intention très positive d'aider le collègue en se disant, bah, ça fonctionne bien avec les classes qu'ils font. On était 2 classes à travailler comme ça. Je vais faire la même chose. Sauf que sans savoir quelles étaient les valeurs en dessous, comment ça fonctionne, le temps que ça a pris, etc., bah, ça a donné quelque chose où clairement c'était dirigé par les enseignants. Parce que moi, je ne connais pas d'élève de cinquième qui sait dire éminent, hein, enfin, aucun de mes élèves, hein. Ni qui disent qu'il acceptera les sentences, et puis parler de la parole sacrée des enseignants, moi, je ne suis pas sûre qu'on élève, enfin, voilà. Donc, même si on a une intention positive, si on n'a c'est pas dit pourquoi je le fais, et là le but c'était que les élèves se calment, puisque ça se passait pas bien avec cet enseignant-là, et ben on tombe dans quelque chose qui est très, je sais pas comment dire, problématique. C'est-à-dire que, ben, pour reprendre tout le travail que tu as fait sur les compétences psychosociales, là on est dans la récupération néolibérale. On vous a fait un temps de conseil coopératif, donc maintenant vous allez bien, et puis vous respectez vos profs. Donc, autre exemple, les classes Harry Potter, ça se développe beaucoup, beaucoup. Nous, c'était gros warning quand j'étais à la Cardi. Premier et second degré, qui part pareil d'une bonne intention. Harry Potter s'appelait beaucoup aux élèves. Cette idée de maison, ça paraît de la coopération. Et en fait, non. Au mieux, à chaque fois. J'avais pas vu un qui fonctionne. Alors, j'ai pas fait toute la France, mais on en accompagnait pas mal. À chaque fois, ça finit en compétition. Donc, on sort du but de maîtrise et de l'objectif qu'on a vu de coopération. Et donc, même si après, on met des éléments par-ci par-là, ça fonctionne pas. Et au pire, j'ai vu, ça finissait en harcèlement, parce que du coup, forcément, en harcèlement, en bagarre, en violence, pour obtenir des points. Cet exemple-là, c'était géré par une vie scolaire qui donnait des points selon des critères pas donnés. Donc on ne sait pas. Donc en gros, à la louche. Mais pareil, c'était d'un objectif, enfin l'objectif était positif de voulait que l'accord de sixième, ça se passe bien. Voilà. Et il rangeait tous les 15 jours les sixièmes dans la cour et il les classait de la meilleure à la moins bonne classe. Mes collègues PP de sixième étaient là, c'est horrible, on a récupéré les élèves en larmes, en train de dire, vous nous détestez maintenant?
Donc, il a fallu déconstruire tout ça. Donc, voilà. Et encore une fois, ça partait d'une bonne intention, donc pas d'attaque pour les collègues, mais se questionner sur les tenants et les aboutissants de ce qu'on fait. Un dernier point de vigilance, où le mot point a disparu, enfin, je vous en remette, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup beaucoup qui le font sur comment gérer sa classe. Donc, encore une fois, hein, l'objectif est positif d'une classe qui fonctionne pour qu'on puisse apprendre. Et c'est le retour de l'équivalent des bons points qui avait disparu, c'était quand j'étais petite, ça. Et donc, vous voyez les petites étoiles, et il y a les j'ai enlevé hein, pour anonymer, il y a les prénoms des enfants à côté. Et la maîtresse donne des points. Alors, c'est juste que là, c'est une maîtresse, hein, ça pourrait être un maître, mais donne des points, elle dit en fonction du comportement de la semaine, du moment du jour, elle en donne tous les jours. Voilà. On ne sait pas quels sont les critères. Et en fonction des points, c'est pour ça que j'ai mis, pour montrer que je n'invente pas, elle a une affiche qui donne des privilèges aux enfants. Sacré privilège, tout ça. Elle montre à un moment donné qu'elle achète des cadeaux et alors on passera sur le côté genré des cadeaux, avec des cadeaux bien roses, bien bleus, mais ça c'est autre chose. Et sur la liste, il y a plein de choses qui se questionnent. Moi, en tant que prof de lettres, ce qui me fait mal au cœur, c'est le droit de lire. Mais voilà. Et sauf qu'on voit ça beaucoup se répandre, parce qu'effectivement, à court terme, ça fonctionne. Ils sont intelligents, les élèves, ils savent bien comment éviter les problèmes. Et on voit aussi les versions. Nous, on prend que le côté positif. On a un bocal pour toute la classe. On met un jeton de temps quand ça se passe bien. Quand c'est rempli, on a le droit à une sortie. C'est mieux, moi, ça me questionne quand même. Pour moi, une sortie, c'est inconditionnel et c'est la sortie qui fait qu'on progresse en tant que collectif parce qu'on va la construire ensemble, que ce soit la visite, l'organisation. Et pour finir, le temps, je vous en ai parlé plein de fois, c'est important parce que c'est schizophrénique un peu, hein, notre temps de l'école qui n'est pas celui de l'élève. Et du coup, enfin, pas on a besoin, mais on cherche à avoir des résultats rapidement et ça prend du temps. Ça prend du temps déjà pour nous parce qu'on n'est pas très bienveillant avec nous-mêmes quand même dans les professionnels de l'enseignement. On l'est plus avec les élèves qu'avec nous-mêmes. Donc se laisser aussi le temps à nous de réfléchir. Ça, je vous disais, on prend un fil. Tout ce que je vous ai montré au début, ça a pris des années. Hein. C'est pas venu d'un coup. On prend un fil, on prend le temps de l'installer, de questionner les élèves, les parents, les collègues, l'administration, de re-questionner, de revoir. Une fois que c'est posé, installé, on tire un autre fil. Mais on essaye surtout de ne pas s'auto-flageller quand ça fonctionne pas une fois. Ça arrive à tout le monde. Hein. Donc voilà. Ensuite, repenser le temps. Je vous ai montré l'exemple avec le conseil de classe. On a pris le même temps, voire même avec un peu d'économie, et pourtant, c'est un temps plus qualitatif. Donc, on a le droit de changer les choses. Le suivi sur plusieurs années. Alors, étonnamment, nous, on pensait que les collègues qui pratiquaient pas comme nous allaient nous suivre plutôt sur les pratiques coopératives. Non, la première chose qu'ils ont adoptée, c'est de suivre leurs élèves sur 2 ans, leur classe sur 2 ans, parce que ça permet de gagner un trimestre. On ne perd pas un trimestre à connaître les élèves. Pour les familles, c'est quand même plus facile parce que avoir 10 nouveaux adultes à qui il faut redire 10 fois les mêmes choses privées, c'est compliqué. Donc, quand la confiance s'installe, c'est plus simple. Et adapter les temps de dispositif, c'est ce que je vous expliquais juste avant aussi, pour avoir du temps plus qualitatif pour chaque parent, chaque élève et pour nous, parce que c'est aussi quand même plus agréable d'avoir 20 minutes avec un élève et un parent que de faire du travail à la chaîne de remise des bulletins toutes les 5 minutes. Je vous remercie. Je vous montre juste si vous voulez creuser davantage. J'ai écrit un livre qui est sorti en janvier dernier où il y a tout ce que vous avez vu au début. Et puis avec Pascal, du coup, on a un podcast aussi qui va creuser des questions pédagogiques dans la classe. Et je vous montre juste, vous l'aurez après, vous avez les ressources dont je vous ai parlé. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si Bravo, c'est je sais pas si c'est oralement ou dans le chat les questions. Mais... Ok, alors de manière décousue, j'ai plusieurs questions. Déjà, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre parcours peut-être. J'aimerais savoir si ces pratiques-là que vous décrivez, elles sont adaptables au cycle 2, cycle 3, donc niveau primaire. Euh, Ensuite, Ils en viennent même. ah bah oui, pour certaines, Ouais. j'ai l'impression. Comment convaincre donc les chefs d'établissement et les collègues de mettre en place donc des entretiens conseils? Vous avez donné quelques pistes, notamment la réduction du temps de travail sans doute. Voilà. En fait, j'arrive pas à comprendre s'il y a quand même un bulletin qui est transmis et auquel cas est-ce que le contenu change un petit peu? Parce que j'ai compris qu'il y avait cette Mm. fiche-là qui était transmise. Et dernier point, par rapport alors, aux pratiques philosophiques. Donc, vous les appelez... donc, Les VDP, oui, mais il y voilà, en a c'est plein ça. d'autres, oui. Est-ce que c'est un outil que vous avez créé?
est-ce que vous avez des retours de ce qu'en pense la communauté des enseignants, enseignantes dans le secondaire? Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai fait des stages enfin, dans des écoles primaires cette année Mm. et je crois avoir observé une séance du coup philosophique comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, on est surpris à la fin de ne pas avoir De de fin, réponse, entre ouais. guillemets. En fait, je crois que ce qui m'a questionné à ce moment-là, c'est que, euh, alors je me souviens plus précisément du thème, mais les enfants euh, pour beaucoup, étaient d'accord avec le fait que si un camarade était pas sympathique, bon, on pouvait utiliser de la violence, et donc c'est des choses comme ça qui sont ressorties. Et ça n'a jamais été repris par l'enseignante, et je me D'accord. demande ce que vous pouvez en penser. Ok. Voilà. Mon parcours, moi, mon œuvre. Ben, c'est intéressant parce que je n'aurais jamais dû être la prof que je suis devenue, ni rien, si j'étais pas allée dans l'établissement où je suis allée, volontairement, je précise. C'est-à-dire que première année, j'étais dans un lycée favorisé, et du coup, j'ai commencé quand même à me questionner parce que des élèves à fin d'année écrivent des mots. Il y en a une qui m'a dit, ben, je me suis sentie intelligente. Je me suis dit, ouais, ok. Et après, je suis allée volontairement, je précise, en Seine-Saint-Denis, et ça s'est très bien passé, je précise aussi, parce que chaque fois on se dira, c'est parce que ça s'est mal passé. Non, non, c'était super, sauf que j'ai découvert, ce que je disais, j'arrivais, je vais parler, tout ça, non, non, en fait, des apprentissages, non. Et puis, j'ai découvert ce que c'était qu'être un élève, enfin, la difficulté d'être un élève avec tout ce qu'il y a autour, et ça m'a fait vite me questionner. Et souvent, c'est ça, enfin, quand on se confronte à la réalité d'être élève, on voit souvent deux choses. Soit on entre en résistance, pas forcément consciente, et c'est ce qui donne beaucoup les discours, c'est la société qui doit changer, c'est les parents, c'est l'élève, ou on va se former. Et à partir du moment où on se forme, ben, on s'arrête plus en général, et on tire des fils partout. Et c'est ça qui m'a fait me questionner. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur le parcours, mais voilà, et du coup, après, on m'a proposé, quand ont été créés les postes de référent décrochage scolaire en 2014, 15, je ne sais plus, ma chef d'établissement m'a dit: «Ah, c'est déjà ce que vous faites, allez-y», et du coup, j'ai commencé comme ça, et pareil, formation, parce que pour apporter ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte ou ce qu'on m'avait apporté. Transférable et transposable, oui, ça fonctionne partout. Après, il y a toujours des adaptations territoriales ou en fonction du niveau, mais je me suis inspirée partout, donc des structures retour à l'école sont très grands, et aussi du primaire. Enfin, la coopération en îlot, c'est beaucoup le primaire au début, même s'il y a un retour parfois. Alors là, je parle vraiment de ma toute petite expérience, c'est que la ville où j'enseignais en dernier, je suis retournée quelques années après, ils étaient tous en frontal. Et je leur dis: mais qu'est-ce qui s'est passé? On me dit: «Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on faisait de l'ILO». Bah, oui. Bah, voilà, les missions, ça vient d'eux, donc oui, et après on adapte, et les DVDP, c'est les pratiques philosophiques qui existent en primaire, c'est juste moins long en termes de temps aussi. Les conseils coopératifs aussi, Sylvain Connac, il était en primaire, qui est un des chercheurs qui travaille beaucoup sur la coopération. Donc tout est transposable, à voir, à adapter, en fonction, et c'est aussi plus qu'en fonction du niveau, c'est en fonction aussi du territoire et des besoins. Par exemple, la coéducation dans la ruralité, il y a le problématique de la distance physique, où c'est beaucoup plus difficile géographiquement d'avoir les gens, donc ça se pense autrement. Voilà. Comment convaincre? Eh ben, j'étais une grande militante, et je me suis calmée parce que ça lève des résistances. Moi, j'ai vraiment, mais dans le sens positif, je dis oui, c'est super, il faut qu'on fasse tout de coopération. Et ça lève plus de résistance qu'autre chose. Donc, du coup, on a arrêté. Enfin, on était une ou deux à faire ça. Et du coup, c'est les élèves qui font tout le boulot, en fait. Parce que les élèves en parlent, et les élèves en parlent aux élèves des autres classes qui disent bah, pourquoi pas nous? Voilà. Et après, c'est justement d'aller voir ce qui tente l'équipe. Soit je disais, on tire le fil qu'on veut. Nous, on était persuadés que ce serait la coopération qui prendrait en premier, et ça n'a pas du tout été ça. Ça a été suivre les classes. D'autres collègues sont venus en disant, mais comment tu organises les heures de vie de classe? Enfin, des choses où ça n'en est pas du tout. Donc, c'est plutôt aller voir, tiens, dans mon établissement, qu'est-ce qui tente? Et c'est vrai que les conseils de classe, ça marche pas mal parce que ça mobilise tout le monde. Et en général, il y a un bon consensus sur le fait que ça sert à rien dans sa forme classique. Il y a un bulletin. C'est vrai que du coup, comme on avait 1 heure et demie, j'ai réduit, mais il y a bien un bulletin. On n'a pas pu transformer. Moi, mon rêve absolu, je vous le dis, hein, c'était que les élèves remplissent le bulletin, et qu'après, on se réunisse, élèves et profs, dans une salle, et qu'on discute à partir de ce bulletin-là pour changer l'idée qu'on a des élèves. On ne fait pas tout ce qu'on veut, on s'adapte à son contexte. Donc, il y avait bien un bulletin classique. On avait fait par contre un travail sur les appréciations,
avec les collègues. Alors, il y a aussi possibilité, nous, on l'avait pas enfin, en tout cas, c'était pas mis en place, d'avoir une deuxième colonne conseil. Et du coup, ça amène, de par son nom, à changer la manière de formuler. Donc, nous, on avait essayé de travailler sur ces classes-là. Encore une fois, on ne convainc jamais tout le monde, hein, c'est pas les bisounours, mais d'être vraiment sur le feedback, sur le travail et de faire très attention au feedback, pas faire de feedback sur la personne. Et c'est intéressant, on peut regarder dès la maternelle. Je regardais le bulletin de ma filleule avec ma meilleure amie qui est prof aussi, et où il y a marqué petite fille espiègle. Mmh. Mais ça n'a pas lieu d'être à ce moment-là, en fait. Donc, et on a beaucoup ça à tous les niveaux, élève agréable. Enfin, voilà. Moi, la première, encore une fois, hein, je l'ai fait, c'est pas une critique. Donc, on essaie vraiment de se focaliser sur la tâche pour les collègues qui voulaient bien entrer là-dedans en disant, bah voilà, ce trimestre, tu as travaillé beaucoup sur ça. Pour continuer, je te propose de travailler de développer ta réponse avec plus de détails ou faut, je sais pas, voilà, essayer d'avoir des conseils concrets. On avait aussi intégré l'appréciation de l'élève dans le bulletin, donc on trouvait que c'était un pas important aussi, parce qu'on voyait aussi son avis. Et les bulletins, juste, on voulait qu'ils ne les voient pas jusqu'à la fin des 3 semaines où il y avait les entretiens conseils. Et après, ils les recevaient par la poste. Qu'on avait, j'ai oublié de préciser, 100% des parents qui venaient. Du coup, comme on avait une autre relation, alors qu'avant, c'était 50% avant ce fonctionnement-là. Et dernière chose, on a enlevé les récompenses. Alors au début, on n'a pas pu, ça a bloqué dans l'établissement. Donc avec les 2 classes qui fonctionnaient comme ça, on s'est mis d'accord, on a dit, on garde les récompenses, mais on va changer de fonctionnement. On va arrêter de dire à 13-8, on peut pas avoir félicitations. À 9, on peut avoir félicitations si on a travaillé comme un dingue et qu'on veut féliciter pour le travail. Mmh. Donc ça a duré 1 an ou 2, je sais plus. Et après, un nouveau chef est arrivé, il était partant et il l'a fait passer. Ça a grincé un peu des dents, hein, j'avoue, chez les collègues surtout. Et du coup, on a enlevé et on mettait dans les appréciations: «Je te félicite pour cette chose, je t'encourage à faire ça». Les parents, c'est pas que ça grinçait dedans, c'est qu'ils sont inquiets pour la suite, et donc on leur explique que c'est marqué partout et même dans la pression générale, les points forts, tout ça, et que donc ça va pas, poser problème, et il y a de plus en plus d'établissements qui le font. Donc en plus, je pense que ça va se généraliser. Est-ce que j'ai répondu à la question pour, ça, du coup? Et entretien conseil, bah, nous, ce qui a convaincu et ce qu'on avait raté au début, c'est d'avoir pris en compte, les besoins des profs qui étaient, «On va pas passer 3 heures à chaque conseil, Emeline», surtout qu'il y avait encore la remise des bulletins en plus à l'époque, et je les comprends, hein, moi sur le début, j'étais: «Wouhou!» mais sur le long terme, ça m'aurait fatiguée aussi. Et là, vraiment avec l'équation mathématique du collègue de maths qui était, on prend le nombre d'heures de cours, donc un collègue qui a mi-temps à 10 heures, il prend 8 élèves, fois les 20 minutes. Ça faisait moins que faire le conseil de classe et la remise de bulletin. Ça peut faire un peu plus de temps quand il y a pas de remise de bulletin, mais ça m'inquiète quand il y a même pas de remise de bulletin, Les pratiques philosophiques, j'aimerais bien l'avoir créé, mais c'est pas moi du tout. C'est très ancien, il y a plus alors les DVDP en elles-mêmes, c'est plutôt Michel Tozzi, TO2ZI, et après il y a Edwige Chirouter qui est, on a la seule chaire UNESCO au monde de pratiques philosophiques pour enfants, et il y a beaucoup, beaucoup de ressources dessus, et Edwige Chirouter, est, la je sais pas comment on dit? Titulaire? La titulaire, ouais, de la chaire. Et donc voilà, donc ça se développe beaucoup. Les DVDP et phylogènes, c'est une manière de pratiquer, il y en a d'autres. Et pareil, dans mon académie, nous, on avait lié aux séquences et ça peut être fait en décroché aussi. Les retours des collègues qui pratiquent est très positifs. Pareil, on a dans le cahier d'intelligence de la classe, on notait les idées de nous et les élèves notaient aussi les idées qui circulait. Et donc, il y a même des années un peu incroyables où on était 5 profs à le pratiquer. Et donc, la DVDP se continuait de cours en cours, on transmettait le cahier. C'est rare, mais on était très souvent 2 par contre à le faire en même temps. Et par contre, ce dont vous parliez tout à l'heure sur la violence, ça me paraît plus un conseil coopératif qu'une pratique philosophique, parce que c'est pas une question métaphysique, ça me paraît être une question de classe. Je dis peut-être une bêtise, hein, ou alors il y a confusion et il y a pas de souci. Et effectivement, quand c'est hors du cadre de la loi, je suis étonnée que peut-être qu'elle allait reprendre après, hein, peut-être qu'elle a refait une séance et qu'elle laisse maturer. Quand ça sort du cadre de la loi, moi, je reprends, mais là, pour le coup, le questionnement sur, ce dont vous parliez, pour moi, c'est pas philosophique, c'est vraiment un cadre démocratique de conseil coopératif. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. OK. Il reste Merci quelques- beaucoup. On a 2 Oui, questions, en ligne, Oui, là-bas. bonjour. Alors déjà, je vous remercie énormément pour la présentation. merci. Et concernant ma première question, je me demandais si dans les établissements, il y avait une certaine application de l'effet Will Rogers. Et je me rappelais plus de exactement si c'était ça le nom, donc je l'avais expliqué par la suite. C'était le mécanisme comme quoi la personne
qui se retrouve déplacé devait avoir un niveau inférieur à la moyenne de son groupe d'origine, mais supérieur à la moyenne de son groupe d'arrivée. Donc je me demandais, même si je trouve que ça n'avait pas forcément de rapport direct avec tout ce que vous avez évoqué, si ça avait parfois un impact sur la performance individuelle des élèves ou pas. Sur le travail en groupe coopératif, par exemple, c'était Oui. sur ça? Oui, alors du coup, je faisais attention au niveau parce que quand il y a un trop grand écart, bah, on ne peut pas du tout s'identifier à l'autre et parce que c'est plus compliqué. Et en plus que enfin, espèce de tutorat qu'il y a dans le groupe, il faut que tout le monde puisse apprendre quelque chose à quelqu'un. Et quand on est avec un Mhm. élève en très grande réussite et un autre en très grande difficulté ou trop de lacunes, bah, on n'arrive pas à avoir de réciprocité. Donc c'était pour ça. Après, il y a en travaillant avec les élèves, ce qui était arrivé, parce qu'ils voulaient travailler toujours entre copains, genre, on va tester, vous allez voir. Déjà, ils avaient conclu que ça marche pas toujours. Et du coup, on est arrivé à, il y a des moments, c'est moi qui choisis et je vous explique pourquoi je choisis, parce que c'est remédiation après une évaluation ou parce que c'est sur un travail. Et il y a des fois où vous allez choisir votre groupe. Maintenant, vous savez comment ou pourquoi on choisit des gens avec qui on travaille. Mais sinon, on essaie de faire pas trop enfin, de la différence, mais pas trop de différence. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est bien cela. Et du coup, je vais enchaîner avec ma deuxième question. C'était concernant votre exemple avec Harry Potter et je me demandais également, est-ce qu'on ne risque pas de transformer la responsabilisation en une forme de pression sociale cachée où l'élève n'agit plus par envie de progresser mais par peur de pénaliser son groupe? Enfin, vous avez dit que ça n'avait pas forcément fonctionné de toute façon, mais je trouvais que d'un point de vue, ça faisait également écho à ma première question. Mm. Alors, Donc, je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ça. moi, je n'en ai pas vu qui fonctionnait pour avoir accompagné. D'ailleurs, c'est très symbolique pour accompagner une équipe justement là-dessus. J'arrive la première fois et en fait, leur seul problème dans les classes Harry Potter pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour donner des récompenses à la fin au groupe qui avait gagné. Donc, c'est pour montrer. Mhm. Et vraiment, c'était pas du tout négatif hein, pour eux. Voilà, pour eux, c'était ça l'enjeu pour les faire progresser. Et si du coup, à partir du moment où on a une motivation contraignante, les élèves sont intelligents, hein, donc ils savent comment éviter la catastrophe ou comment aller vers le plus simple pour eux. Donc ça va pas du tout être justement de la construction de valeur. C'est pour ça que je disais, même le fait de remplir un bocal avec des jetons, moi, ça me questionne. Il y a des gens qui sont d'accord, enfin des amis qui sont d'accord, on n'est pas d'accord sur ça. Parce que pour moi, on fait une sortie, la sortie inconditionnelle, et c'est ça, on va réfléchir à comment on la construit ensemble, et c'est ça qui nous fait progresser ensemble sur les apprentissages, sur la responsabilisation, et pas si tu te tiens bien, tu vas aller en sortie. Et encore une fois, je l'ai fait hein, aussi, ça. Donc, je ne jette la pierre à personne. Oui, c'est vrai parce que je me questionnais justement par rapport au fait que, enfin, moi, je suis turque et le système scolaire turc fait que, bah, pour bien réussir dans le système, il faut qu'on obtienne de très bonnes notes. Rien que pour accéder à un lycée prestigieux qui peut nous ouvrir des portes pour l'université, etc., on passe par des sélections à travers des examens. Donc, c'est un peu plus différent que ceux qu'on a ici. Et moi, j'avais l'impression que justement, par exemple, en Turquie, on se retrouvait toujours contraint d'apprendre par cœur ou de toujours mieux réussir sans forcément avoir ce côté où on s'éduquait à l'écrit ou à l'analyse critique, par exemple. Donc, c'était aussi par rapport à ça enfin, vous avez dit, ça ne fonctionne pas forcément, mais est-ce que ça avait aussi un impact plus large ou pas? Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites parce on est quand même dans un pays aussi où il faut le diplôme et des bonnes notes. Mhm. Et c'est l'argument qu'on a souvent avec le fonctionnement des ou coopératifs ou classes à prise en charge globale comme j'ai fait, c'est ce qu'ont dit les parents et ce qu'on disait aussi les profs aussi. La vie, c'est dur, donc c'est pas comme ça, il faut être dur. Et en fait, non. Et pour donner un exemple, pendant des années, on n'était pas d'accord avec les collègues de lettres sur les examens blancs au brevet, où ils estimaient qu'il fallait le vrai examen complet dès le début. Et une année, avec ma collègue qui fonctionnait comment, on a réussi à avoir toute la cohorte de la sixième à la troisième. Et en troisième, on a dit non, cette fois-ci, nous on fait progressif, moins long, plus guidé, etc. C'est la première année, la seule discipline, et la dernière année, ça n'a jamais eu lieu, où on a été au-dessus des moyennes de partout, nationales, départementales, Ok. académiques. Mhm. Et pourtant, c'était les mêmes examens à l'arrivée, donc ils n'ont pas eu de facilité, mais juste on a amené à être prêt à justement à ces examens-là, et c'est pas en étant dur qu'on est prêt à quelque chose de difficile, c'est en amenant progressivement. C'est comme le fonctionnement des évaluations, où le plus souvent on rend l'évaluation et c'est fini. L'objectif de l'évaluation, c'est de progresser. Donc,
on arrive et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence, on retravaille, enfin, on la refait. Mes élèves refaisaient l'évaluation régulièrement. Voilà. Ok, oui, parfait, merci. Par rapport à cette notion de motivation Mmh, extrinsèque, mmh, ou motivation, contrainte, non autonome, par rapport au jeu où on rajoute un jeton jusqu'à ce qu'on puisse faire une sortie, c'est pas forcément pour remplacer une sortie qui est, elle, inconditionnelle. mmh, Moi, je l'ai vu dans des classes, où, c'était quelque chose en plus qui permettait aux élèves de prendre une décision ensemble qui, ne dépendait pas de la prof. Alors ça pouvait être de regarder un film, OK. et donc ils choisissaient le film et puis, ils faisaient du popcorn et tout ça. Donc, c'était quelque chose qui était en plus Mmh, des sorties. Donc c'était pas à la place de quelque chose qui était, effectivement inconditionnel. Et cette chose de la motivation, extrinsèque ou contrôlée, contrainte, parfois, c'est un peu compliqué parce que les élèves sont pas toujours prêts à être complètement dans une motivation autonome. Bien sûr qu'on a envie mmh. d'aller, vers ça, mais même nous, en tant qu'enseignants, si on n'avait pas notre salaire à la Oui, fin c'est du ça, mois, ouais. peut-être des fois où Mmh, on ira à la plage plutôt que de donc il y a, on sait que c'est un continuum, hein, mmh, qui va de la motivation complètement, contrainte, ou complètement extrinsèque jusqu'à complètement intrinsèque, et ça peut être aussi un stade, mmh, parce que ça peut permettre, de c'est un peu ludique, c'est rigolo, on a ce jeton qui arrive à la fin et c'est sympa, c'est joyeux aussi. Et je pensais à un exemple que j'ai vu, à la Lab School il y a quelques années, où les élèves entre eux, s'étaient mis à faire des espèces de concours parce qu'il fallait qu'ils arrivent à travailler un certain nombre d'heures. C'était ils préparaient leur bac blanc ou je sais pas mmh, quoi, et donc ils avaient des timers et puis ils se faisaient une petite compétition entre eux, et puis celui qui avait le plus travaillé, il avait, droit à un gâteau ou je sais pas quoi. Enfin, mmh. ils s'étaient fait ça complètement entre eux, et une des enseignantes, est venue et a interdit la pratique. Ah oui. Alors que la pratique visait justement à soutenir les deux trois qui avaient vraiment beaucoup Mmh, de mal à se mettre à bosser, et c'était fait entre eux, pas de manière, malveillante, il y avait un super climat de classe. Et le fait qu'on leur supprime ce truc-là, a fait que les élèves qui avaient le plus de mal à travailler ont arrêté, OK. d'avoir cette motivation Mmh, extrinsèque, mais qui était soutenue par le groupe. mmh, Et donc je pense que là, de la part de l'enseignante, avec mmh, aussi la meilleure volonté du monde, hein, moi non plus je ne suis pas du tout dans un jugement, mais il y avait, la volonté de stimuler la motivation intrinsèque, mais ce levier qui pouvait être temporaire, mmh, hein, leur ayant été enlevé et mmh, n'ayant pas été remplacé par autre chose qui aurait favorisé la motivation intrinsèque, le seul résultat, ça a été que, ouais, ils ont moins travaillé. Et donc je pense que on a aussi par envie de bien faire, l'envie de supprimer tout ce qui relève du contrôle ou de la manipulation, hein. Les conseils d'élèves, ça peut être extrêmement, ça peut être une parodie de démocratie. Donc c'est bien d'être vigilant, mais peut-être de voir que c'est vraiment complexe, mmh, et tu l'as montré, mmh. et vraiment je te remercie pour cette présentation parce qu'on sent que ça repose sur du vécu. Oui, oui, On ça sent que c'est tu as du vécu. beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, expérimenté. Tu as vu, Mmh, ce qui marchait, ce qui parfois, avait besoin d'être mmh, amélioré. C'est extrêmement riche. Je pense que ça doit donner envie à tout le monde, tous les enseignants qui sont en ligne, de mettre en place des choses dans leur classe, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir mmh, échanger et se poser des questions, et se rendre compte que, même si ça marche pas du premier mmh. coup, on a besoin de ce temps. Et Je puis sais pas s'il y a pour mmh. d'autres questions? Pardon, tu voulais Non, rajouter je voulais quelque juste chose? Oui. pardon. Non, c'est pour aller dans son sens. Oui, je redis, c'est pas un modèle absolu et je peux dire les choses enfin, oui, à moduler. Par exemple, dans le livre, je parle du travail avec enfin, le fait qu'on est tous des êtres humains. Donc, j'estime que je dois faire aussi les mêmes choses. Donc, je n'utilisais pas mon téléphone non plus, etc. Et quand je demandais, quand je voulais prendre le tableau, je demandais aux élèves si je pouvais utiliser mon téléphone. Et là, un collègue. Chercheur me dit: «Bah, non, là, je suis pas d'accord puisque, du coup, c'est ton droit d'enseignante», voilà et je suis d'accord. C'est juste que moi, je voulais aller au bout, de la symétrie dans ce travail-là donc c'est pas forcément un modèle absolu et ça aurait été complètement entendable par les élèves que je leur demande pas avant de le faire. Il y a un élève une fois qui m'a dit: «Mais, si on refuse, vous faites quoi?» Je dis: «Bah, je prends pas la photo, on n'a pas de trace de votre travail». Mais ça suffit et du coup, je l'ai prise mais voilà donc Ouais. c'est important que tu aies, raconté les autres exemples donc je ne prétends pas avoir donné un modèle absolu mais Mmh. des bases de Super. choses qui ont fonctionné pour moi. Je pense que c'était dans le contexte de la préparation des entretiens conseils. Tu as mentionné que 20% des élèves, à ce moment-là, ne comprenaient pas les mots implicites. J'ai dit à la louche, hein, pour le coup, je dis c'est pas de la Mm. recherche, hein, c'est moi de mon vécu. Mais oui, c'est-à-dire
Les implicites, enfin, sur ce contexte-là, dont je Euh, parlais, ouais. Oui, c'est que en fait, je m'étais rendu compte, enfin, ce qu'on voit partout, c'est que les élèves, quand ils ont le bulletin, on leur dit il faut mieux apprendre telle leçon. Oui, mais comment? Il faut arrêter de bavarder. Oui, mais comment? Et qu'ils ne voyaient pas du tout comment faire. Et c'est là où je me suis appuyée sur le travail de Fabien Fenouillet et Alain Lurie, mais c'est pas les seuls, sur le fait justement de poser des petites étapes et des jalons jusqu'à l'objectif final. Et du coup, je me suis rendu compte que ça levait des inconnus. C'est-à-dire qu'on sait que les élèves qui comprennent déjà les sous-entendus, les implicites par le travail, enfin par le travail, par les échanges à la maison, et d'autres non. Et là, ce travail pour aller vers l'objectif final qui est, bah oui, effectivement, tout élève veut réussir et tout élève veut être bien évalué et ne pas bavarder, mais comment je fais? Comment je fais pour m'améliorer en anglais? Je vois pas du tout. Et encore une fois, c'est des exigences qu'à l'école en général et qu'on ne leur apprend pas. Donc avec les entretiens conseils, on voyait que si eux tiraient le fil et qu'on les accompagnait pour comprendre comment faire, du coup, on allait vers ces exigences de l'école qui leur étaient demandées. On a peut-être du temps pour une dernière question. On est obligé d'arrêter très à l'heure parce qu'il y a un autre séminaire après, donc il ne faut pas faire attendre les collègues. Donc je ne sais pas s'il y a une dernière question. Moi, je crois que je suis curieuse simplement de savoir quelle place, du coup, vous accordez à la recherche et la pratique en ce moment. Voilà. Dans quel sens? Parce que c'est large comme ça. C'est-à-dire que j'imagine que la recherche, c'est prenant comme Hum. activité. Et donc, voilà, j'aimerais savoir si vous arrivez à la fois, je sais pas, être en temps complet, en tant que Ah, t'es plus prof. enseignante. Mais je suis pas chercheuse non Entendu. plus. J'ai fait un petit travail de recherche sur les pratiques philosophiques, mais je ne suis pas chercheuse. Pas encore. Mais du coup, je lis la recherche pour moi, pour les pratiques, pour le podcast. Donc, Eh bien, merci beaucoup. Un grand merci, non, Emeline. merci, bah, merci C'était à toi. passionnant, c'était superbe. Donc, ça, on va mettre l'enregistrement en ligne le plus rapidement possible. On pourra partager aussi la présentation. Et la semaine prochaine, c'est férié, donc il n'y a pas de séminaire, mais on vous retrouve dans 15 jours avec Christophe Marsollier, qui viendra nous présenter les travaux d'une mission interministérielle sur cette question des compétences psychosociales. Et la semaine suivante, je ne sais pas si on le mettra en ligne, peut-être qu'on fera juste entre nous. Ça sera une dernière séance du séminaire avec présentation des travaux des étudiants. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.